Bienvenue dans l'émission Mauvaise Foi. Aujourd'hui, nos invités Styros et Axo. Alors là, en termes de mauvaise foi, je pense qu'on est pas mal. À tous les trois, je vous promets, je pense que dans la hiérarchie de la mauvaise foi, on peut être vraiment au Graal du Graal. Donc j'espère que l'émission va vous plaire, les gars. On va commencer directement par un sujet qui est quand même remonte déjà maintenant presque à une semaine. On va parler rugby avec la France qui s'est imposée vraiment sur le fil, qui remporte le tournoi Destination. Axo, t'en as pensé quoi de la France? Est-ce que t'as suivi un peu le rugby ou pas du tout? Alors, j'ai suivi sur les réseaux avec l'actu, mais de moi-même, on va dire, j'ai pas spécialement suivi. Mais ça a été un match serré et franchement, sur le fil, hein, mine de rien, l'Angleterre, en plus, qui termine, qui est quatrième, cinquième, je crois, de la poule, je sais plus exactement. Ah, c'est Mais pas la grande Angleterre. c'est pas la grande Angleterre qu'on a connue, quoi. On est loin. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle que l'Angleterre, c'était une des top nations. Et bah là, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu en dessous de ce qu'on a connu. Donc ouais, non, sur le fil, mais bon, victoire, victoire quand même. Et toi, Styros, t'as suivi un petit peu ou pas du tout? Bon, un peu pareil qu'Axo, j'ai un peu suivi sur les réseaux. Je suis totalement novice en termes de rugby. Donc Ouais. vraiment, je regarde deux, trois matchs les plus importants, mais sans plus. Et en tant que novice, moi, ça m'a fait un peu peur, sur les deux derniers matchs. Avec le nombre de Ouais. points pris à chaque fois contre l'Angleterre et c'était contre l'Écosse juste avant, je crois. Je me suis dit à tout moment, petite catastrophe et le titre échappe. Bah, là, ça a failli, hein. Honnêtement, ça s'est pas joué à grand chose. C'est pour ça que j'ai mis comme titre 800 000 euros pour une pénalité. C'est-à-dire qu'en finissant premier ou en finissant deuxième, bah, il y avait quand même 800 000 euros à gagner de plus pour la Fédération Française de Rugby. Ouais. Donc ça s'est vraiment joué à pas grand chose. On va pas dire la Fédération Française de Rugby, c'est pas la FFL, c'est pas blindé de thunes, etc. Ce petit million supplémentaire, je pense que sur une pénalité, et je pense que je vous ai mis sur l'image quand même les deux cracks, hein, Louis Bielbarré et Ramos. Je pense que ça a été un peu les deux cracks du tournoi. C'est des joueurs que vous connaissiez bien ou pas du tout? Non. Ah non. Pas trop. Pas trop. Tu veux, Bon, il y en a le un dernier qui va joueur que je très connais, très c'est vite. Chabal. Le dernier que tu connais, c'est Chaval. Ah oui, on remonte vraiment à un temps Vraiment. vraiment Ah non, que mais les moins on de 20 ans remonte peuvent pas connaître. Ah non, mais là, c'est très grave, vraiment. Moi, je Ah, suis plus Louis... sur Dupont. Ouais. Après, bah, Dupont, au moins, tout le monde le connaissait. Louis Bielbarré, quand même, Ouais. ça va à une vitesse. C'est exceptionnel. Je sais pas si on se rend compte de la vitesse. Il y avait une petite vidéo comme ça avec notre ami, merde, comment il s'appelait, l'ancien sprinter. Ah merde, j'ai perdu son nom. Ils vont nous le dire dans le chat dans 2 secondes. Vous allez voir, ils vont être extrêmement réactifs. Et en gros, franchement, la vitesse avec Christophe Lemaître. Alors évidemment, il a explosé Christophe Lemaître parce que bon, Christophe Lemaître est à la retraite, etc. Mais ouais, ça court souvent à 38, à plus de 38 km/h quand même. Il a marqué, je crois, 9 essais dans ce tournoi. C'est comme si en 6 matchs de Coupe du Monde, bah, il y avait 9 buts pour un joueur. Ça serait quand même assez exceptionnel. Est-ce que c'est le meilleur joueur avec Antoine Dupont, mais mondial? Est-ce que le chat, vous avez un avis par rapport à ça? Vous, est-ce que vous avez un avis? Si vous le connaissez pas plus que ça, est-ce qu'on est vraiment sur du top, quoi? Mais qui connaît pas Louis Bielbarré? Bah après, si on suit pas forcément l'actualité du rugby, les gars, c'est pas encore une méga superstar. Ça commence à l'être, je trouve, hein, on entend de plus en plus parler, mais c'est pas encore le cas, quoi. Donc 4 contre l'Angleterre, exactement quoi. Dupont est meilleur car il sait tout faire. Ah, c'est pas le même poste, on va pas se mentir, c'est pas le même poste. Euh, et notre ami Ramos, les gars, quel sang-froid, quel sang-froid. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous impressionne chez un sportif comme ça, où vraiment tout se joue sur une pénalité, un penalty, et être capable de garder quand même ça, son sang-froid, Styros, ça t'impressionne ou pas? C'est exceptionnel. Moi, à sa place, je quitte le terrain. Je serais incapable de garder le sang-froid comme ça pour un titre à la dernière seconde. C'est très très fort. Et toi, Axo, ça t'impressionne quand même les sportifs de haut niveau comme ça qui arrivent à garder un calme. Surtout que la pénalité, elle est dure, elle est très dure. Elle est côté gauche, elle est à 45 mètres, pas face au poteau. Et il arrive à garder son sang-froid et à la mettre. C'est la deuxième fois, je crois qu'il y a 2 ans déjà, c'était déjà une pénalité comme ça qu'il avait marqué au tout dernier moment, qui avait permis à la France de remporter le tournoi, si je veux pas dire de bêtises. Donc le gars est quand même coutumier du fait, quoi. Et après, de toute façon, comme au football qu'on connaît un peu plus, à ce niveau-là, c'est vraiment dans la tête et le mental est indispensable justement pour faire ces différences.
Et là, pour le coup, chapeau, je pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui auraient réussi. Et franchement, c'est beau. Ah bah pour le rugby, là, pour le rugby français. En plus, cette petite dramaturgie de gagner à la dernière seconde, on va pas se mentir, beaucoup de gens pensaient que la France allait atomiser l'Angleterre, même s'il y avait comme une petite piqûre de rappel face à l'Écosse à la Ouais. 4e journée, où vraiment on va se faire taper, et finalement à la 70e, on est en train de prendre une grosse branlée, même si on marque quasiment 20 points en l'espace de 10 minutes. Et là, c'est vrai que l'Angleterre, amoindrie, arrive à bien tenir en France. C'est vrai qu'on s'attendait pas à une telle dramaturgie qui a rendu presque ce match extrêmement plaisant. Ouais. Bah, disons que la dernière place de l'Angleterre est peut-être un peu moins amère, même si ça reste amer. Mais au moins, ils sortent un dernier match où Pleine ils de sont promesses. pas ridicules. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut le voir comme ça, du coup. Ok, bon bah rugby les gars, si vous avez quelque chose à dire, moi j'ai pas d'avis impopulaire sur le rugby honnêtement. Je n'ai rien, je sais pas si l'un de vous deux a un avis impopulaire sur le rugby. Absolument pas. Pour le coup, là, Pas Absolument non plus. pas. pas Et d'avis impopulaire. allez, pas d'avis impopulaire, on passe directement sur le prochain sujet. On était obligé quand même d'en parler. On va parler Grand Prix de Chine, on va parler un petit peu F1. Je sais pas si vous avez suivi, il y a eu le premier Grand Prix en Australie. Là, il y a eu le deuxième Grand Prix qui a été couru avec et la course, on va dire la grande course et la course sprint. Mercedes a pris déjà beaucoup d'avance. Est-ce que Mercedes, en l'espace de deux Grands Prix, ça fait peur pour, on va dire, le suspense de cette saison ou pas du tout, Stéros? Oh bah, je pense, hein. Quand on voit les deux premiers, parce qu'ils dominent en course, ils dominent en qualif aussi. Ils dominent, pour le moment, les deux premiers week-ends, ils les ont dominés de A à Z. Donc, pour la suite, Ça et fait quand on peur, hein? compare en plus ouais, quand on compare les écarts avec les voitures de derrière, t'as les Ferrari qui sont un peu entre deux, mais ça reste loin quand même. Toi, Axo, t'as suivi un peu les deux Grands Prix ou pas du tout? Un petit peu, ouais. Et franchement, l'écart, il est quand même plus que conséquent. Puis même que ça soit par rapport aux derniers résultats et même au classement général, le nombre de points commence à se faire sentir. Et c'est dur, hein. C'est dur pour Ferrari. Bah, pour Ferrari, encore, à la limite, Ferrari, ils font pas un mauvais début de saison. C'est presque pour les autres écuries parce que quand on prend au-delà du huitième, il y a un tour de différence avec les Mercedes. Ça commence à faire très, 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 Ouais. très loin. C'est ça qui est plus choquant qu'autre chose, quoi. Ah, mais c'est impressionnant, quoi. Ouais. Un tour, c'est. Ouais, ouais, ça commence à faire, là. Il y en a plein Effectivement. qui disent que ça se plaint du boost et que ça dit que c'est tout sauf de la F1. Je sais pas si vous avez un avis par rapport à ça, parce que bon, je vous rappelle que le DRS a un peu disparu. Finalement, maintenant, vous pouvez actionner l'aileron un peu quand vous voulez, durant pas n'importe quand dans le tour, mais sur des zones qui sont beaucoup plus régulières. Et vous avez un petit boost de puissance quand vous appuyez dessus. Ça, avec les batteries, ça vous donne un boost de puissance. Et c'est vrai que bah, ça peut être sympa sur les premiers tours. Ça a permis un peu des échanges entre Mercedes et Ferrari, ce qui a rendu les tours sympas. Mais il y en a qui trouvent que bah, ça ressemble à tout sauf de la F1. Je sais pas si vous avez un avis par rapport à ça. Pas spécialement, je vais pas te mentir. Mes derniers grands prix qui remontent, c'était à l'époque de Schumacher, qui était à la lutte avec Mika Hakkinen. Donc c'est te dire. Merde, Axo, Le... Schumacher, Chabal, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Tout à l'heure, il va nous parler de Pelé de Ronaldo, les gars, on va bégayer. C'est Max qui s'en plaint. Après, Max, c'est normal, on va pas se mentir. Est-ce que Verstappen est en train de complètement craquer quand même? Premier Grand Prix, il se fout en l'air. Ouais, 16e pour terminer. Là, il fait des bêtises. Qu'est-ce qui arrive à Verstappen, les gars? On ne reconnaît plus ce pilote qui a eu la main mise. C'est-à-dire que même quand il avait une mauvaise voiture, bah, ils avaient du mal. Ça te surprend, Styros, comme de le voir aussi dans le dur? Euh, Bah, surprend par rapport aux dernières saisons, forcément, mais moi j'ai l'impression Verstappen, il en a limite déjà marre de la F1, alors qu'il est pas si vieux que ça, hein. Je sais pas il a quel âge exactement, mais Verstappen au final il est pas si vieux encore. Et t'as l'impression il en a déjà marre de la F1, il a déjà fait le tour. Ça m'étonnerait pas de le voir partir assez vite là. Il a 28 ans, hein, on le connaît depuis tellement longtemps, mais il a 28 ans. Ouais. C'est vrai que quand on compare à Alonso qui a plus de 40 ans, qui lui s'éclate encore dans une voiture, c'est vrai que Verstappen, c'est un petit peu bizarre, il a des petits sauts de concentration. La voiture ne lui correspond pas, il y a Cocorico qui nous dit. Pour moi, c'est Red Bull qui a du mal.
C'est compliqué. L'année dernière, c'est pareil, il a failli gagner. La voiture de Verstappen est éclatée. Oui, mais normalement, on n'avait pas trop l'habitude de le voir commettre des grosses erreurs, parce que là, c'est quand même des grosses bévues qu'il a fait. Moi, personnellement, je suis surpris de ça. Au niveau français, un peu cocorico quand même, hein. Gasly qui fait 6, Hadjar qui fait 8. C'est un bon début pour nos Français. Surtout pour Gasly, hein, pour Alpine, c'est vraiment une très grosse performance. Est-ce que ça peut tenir pour Gasly? Ouais, après, il faut voir s'il s'adapte à cette. Parce que vous en avez parlé là, en gros, ce boost-là. C'est récent, c'est tout nouveau, c'est depuis cette saison, c'est. Dis-moi en plus. Ouais, c'est depuis cette saison. Alors, ça existait déjà un petit peu, mais là, on va dire que le boost est beaucoup plus important. En gros, ils ont D'accord. rajouté vraiment du DRS sur 3 zones, en fonction des grands prix et tout. Et donc, à une époque, tu n'avais que 2 zones de DRS maximum, et tu pouvais l'ouvrir que quand tu étais une seconde derrière la voiture adverse. Maintenant, n'importe où est la voiture devant, tu peux ouvrir ce DRS sur certaines zones. Ça représente presque la moitié du circuit. Et tu as ce bouton là que tu peux activer pour activer un gain de puissance quand tu es à moins d'une seconde de la voiture devant. Ça remplace un petit peu le DRS, mais ça fait un vrai écart de ça. C'est encore plus impressionnant presque que le DRS à l'époque. D'accord. Après, il faut voir hein, si ça peut vraiment changer, ça peut changer la donne hein, pour certains pilotes qui vont peut-être pas s'adapter autant que d'autres, qui sont peut-être un peu plus jeunes. Après, je sais pas, je suis pas un expert. Mais Gasly, il a quel âge? J'ai l'impression que ça fait un petit moment, lui, non? Gasly, je pense qu'on n'est pas loin du même âge que Verstappen, je dirais un petit 28-29. Il a Ouais, 30 ans. ouais, ok. 30 ans. D'accord. Donc oui, ça, lui aussi, hein, ça commence à dater un petit peu, hein, son arrivée en F1. Hadjar, bah, là c'est le petit nouveau, c'est le petit prodige. Est-ce que pour vous, Hadjar, d'avoir signé chez Red Bull, alors là pour le moment il n'a pas la bonne voiture, est-ce que ça en fait un potentiel vainqueur de Grand Prix, mais également d'être champion du monde? Quand vous voyez un peu ce qu'il a progressé en l'espace d'une saison, est-ce que toi, pour Styros, tu vois en Hadjar quelqu'un de potentiellement vainqueur de Grand Prix, vainqueur du championnat? Alors quand il aurait une meilleure voiture, on va pas se mentir, Red Bull aura des meilleures voitures dans le futur, ou pas du tout, c'est un peu surcoté. Bon, vainqueur de Grand Prix, je pense que oui. Je pense qu'il en gagnera forcément. Après, champion du monde, faut voir avec Red Bull, généralement, le coéquipier de Verstappen, il a souvent changé assez vite. Donc, on va voir s'il arrive à s'imposer, rester bien chez Red Bull pendant quelques années. Pour cette année, bon, le titre, je pense que c'est mort, hein. Personne Ouais, n'y croit trop pour cette année. non, ça va être dur. Il faudrait des Mais grosses bon, améliorations. dans le futur, faut qu'il arrive à s'imposer. Pourquoi pas prendre la place de Max aussi à un moment donné, hein. C'est possible. Après, Max a tellement été surdominateur par rapport à ses coéquipiers que finalement, c'est pour ça que ça a fait le tri. On va pas citer tous les coéquipiers de Verstappen en 4 ans, mais il Il y en en a a vu beaucoup. passer à côté de lui et ça s'est jamais bien passé pour le coéquipier. Et pourtant, il y a eu quand même des noms quand même qui étaient assez prestigieux avec des bons coureurs. Hein. Perez, rien qu'en date, honnêtement, quand il arrive, il est vainqueur de Grand Prix. C'est un pilote très régulier et honnêtement, à côté de Verstappen, on a l'impression que c'était Tata Suzanne qui conduisait quoi. Et c'était pas folichon. Donc un peu compliqué. Je voulais quand même qu'on note aussi quand même Birman qui fait 5ème sur ce Grand Prix. Qu'est-ce qu'il fout là, notre ami Birman? C'était mon avis impopulaire la semaine dernière. J'avais dit que Birman finirait dans le top 5, mais bon, c'est un avis impopulaire. Mais qu'est-ce que fout Birman ici quand même? Une A 5ème? La C'est jeunesse. trop. Birman, je sais pas ce qui lui arrive quoi. Chez Red Bull, c'est Peut-être toujours là. une version B pour le coéquipier. Ouais, c'est peut-être un petit peu moins le cas, ça, maintenant. Ça vous surprend, un gars comme Birman, peut-être qu'il n'est pas forcément connu, hein, c'est pas non plus le gars que tout le monde connaît, à 5ème dès le 2e Grand Prix, bon premier Grand Prix. C'est surprenant ou pas? C'est surprenant. Après, il est tout jeune et puis peut-être que j'ai vu une dernière déclaration d'un Verstappen qui aime pas trop les nouvelles F1 et qui s'adapte peut-être plus comme quand il avait la vingtaine et peut-être que oui, c'est peut-être l'âge qui fait que et une surmotivation peut-être. Est-ce que Verstappen, c'est pas un peu nous sur FIFA? Parce que la nouvelle Ouais, c'est méta, c'est ça. d'appuyer sur le bouton et que finalement, on Ben, est c'est vieux ça. et qu'on se dit c'était mieux avant, etc. Est-ce que Verstappen n'est pas devenu un petit aigri comme nous sur FIFA, finalement, à Ben, dire que c'est c'était ça. mieux avant? La conduite peut-être avant était un peu plus manuelle, demandait peut-être un peu plus de maîtrise. Là, il faut appuyer sur un bouton pour avoir un boost. Donc oui, c'est comparable à FIFA, hein. Maintenant, tout est simple. Et du coup, Verstappen en a marre, il est lassé et il veut plus. Voilà, ça lui plaît plus. Du coup, il fait le vieux rabougri et il a plus envie. Enfin, il a 28 ans.
Ouais, bah ouais, mais après, bon, bah, nous aussi, on a commencé à être aigris extrêmement tôt, Mais donc c'est on ne dira rien, on ne jugera pas notre ami exactement. Oui. Verstappen. Qu'est-ce que vous m'avez mis dans le chat? Ce qui est surprenant pour certains, c'est que Ocon, lui, à contrario, bah, performe pas. Au contraire, il stagne. On a l'impression bah, qu'il y arrive pas. Là, le problème, c'est que notre ami Ocon, bah, lui qui y arrive pas et qui à côté de ça, bah, il y a Birman qui fait 5, lui il fait 14e sur le Grand Prix. Bon, c'est compliqué. Hein. Est-ce que Ocon non, ils peuvent pas le virer, je pense pas que non plus à ce point-là, mais est-ce que Ocon, à mi-parcours, mi-saison, normalement c'est lui le taulier, c'est lui qui doit ramener des gros points, et là honnêtement il a du mal notre ami Ocon, est-ce que vous pensez qu'il peut être sur la sellette à mi-saison ou non, vraiment aucune chance? Ouais, sur la sellette, ça m'étonnerait quand même. Toi Axo, tu Non, penses non plus? non plus, parce que tu regardes, par exemple, la Birman dernièrement, qui fait 5, enfin qui est cinquième au classement. Non, qu'est-ce que je dis? Je confonds, pardon. Euh, Adjar Verstappen, Adjar jeune, Verstappen un peu plus vieux, mais qui a un avis beaucoup plus positif. Adjar a un avis beaucoup plus positif, c'est la relève. Et je pense que il faut peut-être s'adapter à ce qui se passe en ce moment et je Ouais, pense pour pas que Ocon ce aussi tu soit. penses? Après Ocon c'est pareil, hein, il a 29 ans, il est plus âgé, peut-être que lui aussi, Voilà, la ouais. voiture lui correspond pas forcément, c'est possible. Hein. Verstappen compare la nouvelle réglementation à Mario Kart. Ouais, bah voilà, c'est un peu Ouais, comme on disait, hein. ouais, je C'est suis pas speed sûr que ça soit boost. ça non plus. Je suis pas sûr non plus. Après, quand c'est ça, bon, bah, c'est plus facile de remettre sur la voiture la nouvelle réglementation, etc. Après, j'ai l'impression que les pilotes râlent, mais au moins leur voiture, elle leur casse pas le dos en permanence à rebondir en permanence sur la piste. Honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ces grands prix à moitié intéressants. J'ai trouvé ça et cool. Souvent le départ, les 10-15 premiers tours, on s'éclate, etc. Il y a pas mal. Et finalement, dès qu'il y a les premiers arrêts au puits, etc., bah finalement, bah, on sait déjà que ça y est, ils sont partis loin devant. Les 10-15 premiers tours, j'ai bien aimé. Et après, bon, on s'ennuie un petit peu plus dans le Grand Prix. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé dans le chat. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous avez kiffé, pas Après, kiffé? Moi, je pense, après, je suis pas un grand amateur, hein, je regardais beaucoup à l'époque, mais je pense que si toutes ces nouvelles réglementations sont faites aussi pour que le téléspectateur et le spectateur vibrent de A à Z, et c'est vrai que parfois, il y a peut-être pas des injustices, mais ça peut aller un peu dans tous les sens, et c'est aussi fait pour que la course soit. Parce que souvent, moi, je me rappelle, c'était les départs, c'était excellent. Les départs, c'est génial, quoi. Et peut-être que là, on veut que A à Z, ça se passe bien. Ah, il y a plus de sécurité qu'à une époque. Ça, c'est une certitude. Ah oui, bah, à l'époque, c'était affreux, hein. Là, bon, il y a moins d'accidents graves. Toi, Styros, t'as regardé un peu? Après, bon, c'était tôt, hein, le Grand Prix, on va pas se mentir. Les deux premiers Grands Prix de la saison, ça pique un peu pour le réveil, quoi. Ah bah, je suis pas très matinal, donc j'avoue, là, je me suis juste regardé quelques Le rythme. résumés, quelques actions. Je Ouais. regarderai quand les horaires sont un peu mieux, mais C'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Sur les deux premiers Grands Prix, ça faisait un ouais. petit peu tôt, même si bon, c'est. Bon, après, ceux qui aiment la F1 comme moi, bon, on a regardé, mais c'est vrai que pour la plupart, c'est peut-être plus compliqué, quoi. Au final, j'ai Faut- l'impression que même avec les anciennes réglementations en F1, on avait à peu près les mêmes dominations, hein. Oui, 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 on Là, va pas c'est se une nouvelle mentir. réglementation, mais même avant, bah, les premiers tours, le début était bien, mais après, tu avais les Red Bull qui s'envolaient. Avant, Les c'était les Mercedes, Mercedes. les McLaren l'année dernière. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu comme ça de domination. Comme t'as raison, t'as raison. En soi, c'est vrai que c'est très rare des années où il va y avoir 4-5 écuries qui vont être quasiment au même niveau. L'année dernière, en deuxième partie de Grand Prix, ça avait été un peu le cas. Ça a pas mal tourné entre les Red Bull, les McLaren, les Ferrari un petit peu. Donc c'était un petit peu plus plaisant. Même les Mercedes hein, qui avaient réussi à s'imposer. Donc ouais, bon, je sais pas ce qu'on pense dans le chat. Je comprends pas comment les Mercedes peuvent tourner comme ça, il y en a en ce moment, et que les McLaren ne tournent pas bien. Ah mais parce que c'est une nouvelle réglementation, il y a pas mal de choses qui ont changé au niveau aéro, au niveau du moteur, et donc bah, quand c'est ça, en général, les équipes travaillent en amont, ils savent la réglementation qu'il va y avoir, et donc bah, ça crée un nouveau moteur, ça va créer du nouvel aéro, etc. Et donc forcément, bah, les voitures
tous les 3-4 ans, souvent il y a comme ça des gros changements de réglementation, et donc on passe d'une ère des Red Bull qui sont surdominantes, on passe d'une ère aux Mercedes surdominantes, des McLaren, etc. Et là, je pense qu'il peut y avoir en cours de saison des améliorations sur les voitures d'ici Barcelone, etc. Et ça, on va peut-être revoir un peu les dés changer, peut-être voir Mercedes, mais c'est vrai que Mercedes a une telle avance que même moi je suis un petit peu pessimiste. Vous avez un avis impopulaire sur la F1 comme ça? Moi, j'ai pas d'avis impopulaire. Excuse-moi, j'ai pas d'avis Vas-y. impopulaire, mais moi, j'aimerais voir un Français briller. Et j'ai Vraiment être au l'impression que top du top? ouais, être au top du top, mais en fait, j'ai l'impression que c'est quasi mission impossible. Bah là, Adjar, Euh, il a signé il a signé quand même dans une énorme écurie. C'est-à-dire autant Ouais, Gasly chez Alpine, autant Ocon chez Haas. On s'attend pas à ce que ça gagne des podiums toutes les semaines et que ça gagne des courses. Adjar, en étant chez Red Bull, il y a peut-être cette petite chance. Bon, pour le moment, il a une mauvaise voiture, mais dans le ouais, mais futur, il est lui a peut-être une optimiste chance. quand même. Il a l'air d'être optimiste. Après, de ce que j'ai vu, hein, il a l'air d'être optimiste et déjà, ça, c'est un bon point. Qu'un Verstappen est un peu plus, il est un peu plus négatif. On l'a vu par rapport à ses dernières déclarations. Il est moins hype, on va dire, par les nouveaux moteurs, enfin par la F1 de maintenant, pardon. Donc ouais, à voir, hein. Ça pourrait être génial et ça pourrait, moi personnellement, me redonner envie de m'y intéresser et de le regarder comme je le faisais chaque dimanche à l'époque. Toi, Styros, t'as un petit avis impopulaire comme ça sur les grands prix là qui arrivent? Ou pas du tout, non Bon, je sais pas si c'est impopulaire ou si beaucoup de personnes le pensent, mais je pense que là, tout va bien pour le moment pour Mercedes. Et j'ai un peu peur, c'est d'Antonelli. Ouais, Il tu est le penses? jeune, il a un peu la fougue de la jeunesse. Pour le moment, ça passe, hein. Ils ont fait deux premiers gros grands prix. J'ai l'impression qu'il peut foutre en l'air un GP à n'importe quel moment, ce mec. Il en a rien à foutre. Bah, on va pas se mentir, il a quand même fait pas mal de petites boulettes par-ci par-là jusqu'à maintenant. Par chance, il s'est imposé pour lui. Là, le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix du Japon. C'est encore le matin, hein, pour ceux qui aiment pas se lever tôt. Ça sera encore à 7h le Grand Prix le 29 mars, la semaine prochaine. Euh, Est-ce que ouais, tu penses que vraiment c'est peut-être lui qui va foutre plus la merde qu'autre chose? Ouais, je pense qu'il y a un point qui peut un peu ruiner la saison de Mercedes, ça viendra de lui, je pense. Ouais, c'est lui qui fera les boulettes. Russell, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il a une sacrée maîtrise, hein, Russell, le grand ami de Verstappen. Le prochain Grand Prix du Japon, est-ce que vous avez un petit pari comme ça à nous donner, à vous dire, là, je sens bien sur ce Grand Prix-là, tel ou tel coureur, ou non, pas forcément? Adjar 5 premiers. Adjar 5 premiers, ah, j'aime quand tu prends les Ouais, risques ouais. comme ça. Allez, Grand Prix, Adjar 5 premiers. Moi, j'aimerais bien voir Hamilton gagner, regagner un GP là, son Putain, premier avec Hamilton Ferrari. gagner, ça serait beau. Non, ça serait beau. Même moi, si je suis honnête, je trouverais ça beau. Moi, je dis Verstappen top 3. Moi, je dis Verstappen, il va pas se laisser faire. Il va pas se laisser faire. Le néerlandais, il va avoir faim, là. Il va avoir faim. Il va vouloir montrer qui c'est le patron. Moi, je dis Verstappen top 3 sur le Grand Prix du Japon. Dans le chat, n'hésitez pas à mettre vos avis impopulaires, hein. Alors, avis impopulaires, ne nous dites pas, bah, c'est Russell Antonelli, duo en tête. Ah bon, bah, c'est bien. Ça, c'est vachement impopulaire, les gars. Risque. Voilà. Si vous me mettez Colapinto top 3 et que ça passe, bon, bah, on peut acheter une petite maison tous ensemble après. Mais voilà, mettez-moi des vrais avis impopulaires, quoi. Hamilton aime ce type de voiture, il gagnera un Grand Prix cette saison, c'est possible. Aston Martin finit un Grand Prix, c'est vrai que c'est un avis extrêmement impopulaire. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand même, hein, de nos amis d'Aston Martin. C'est compliqué pour Alonso, pour Stroll. Après, c'est pas beaucoup mieux pour Cadillac, hein. Cadillac qui a quand même deux énormes pilotes. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ils finissent 13 et 15. Audi, bon, bah, ils finissent Bortonello qui finit pas. Et il finit combien notre copain d'Audi, Hülkenberg? Il finit 11. Ça va. On va dire que dans les trois écuries comme ça qui sont un peu, bah, soit des nouvelles, soit des plus compliquées, c'est vraiment Aston Martin le plus compliqué. Est-ce que vous pensez qu'Aston Martin, il y a des petites rumeurs qui diraient qu'il serait capable de se retirer avant même la fin de saison? Est-ce que vous croyez que ces rumeurs sont fondées? Ou non, il n'y a aucune chance qu'une écurie comme ça, qui a investi autant de millions ces dernières années, se retire comme ça du jour au lendemain? T'en penses quoi, Styros?
Ce serait bizarre quand même en pleine saison comme ça, avant même la fin. Et puis même pour l'image de la F1, ce serait un peu bizarre. Ça parle, ça parle. Je sais pas si vous avez vu, voilà, ils perdent beaucoup d'argent avec les sponsors. Bah, tu m'étonnes. Toi, Axo, tu penses comme ça qu'une écurie peut partir avant la fin? Pourtant, c'est quand même une écurie, Aston Martin, bien ancrée, hein, qui avait été plutôt même performante il y a 2-3 ans. Là, c'est vrai que depuis l'année dernière, c'est un peu plus dur. Et alors là, cette année, c'est une bérésina totale. Alors déjà, pour l'image de la marque que c'est, ça m'étonnerait. Et surtout, c'est déjà arrivé. Et quand une équipe C'est se déjà retire, arrivé une dans le écurie se passé. retire. Alors, je pense que la dernière fois que c'est arrivé, ça doit être sous l'ère Prost. J'ai perdu le nom de la marque qui était partie comme ça au bout de 4-5 Grands Prix. Mais alors, oui, ça remonte à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais de souvenir, je regardais déjà les Grands Prix avec mon oncle à l'époque. Et je me souviens qu'il y avait une écurie comme ça qui était partie au 4e ou 5e Grand Prix. Mais oui, ça a dû arriver que quelques fois dans l'histoire de la F1. C'est pas quelque chose de récurrent. En général, on finit la saison et on se barre après. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, bon, bah, quand tu gardes toujours Stroll comme pilote parce que papa est là, c'est toujours un peu compliqué. Même si tu as Alonso qui est un bon pilote, un très bon pilote, peut-être que Stroll n'est pas le meilleur pour faire essayer de progresser une voiture, quoi. C'est heureusement qu'il a papa qui est là pour pouvoir Après, les deux l'aider sont à à 0 avoir. points, mais ouais, c'est clair Ah bah là, qu'il y a une il histoire termine même pas les de grands prix, donc paternel. c'est même pire que ça. C'est Ouais. vraiment. Ah Là, on ouais, est ils sont sur. carrément pas terminés. Wow. Ah, ils ont pas terminé. C'est dur. C'est ça qui est compliqué. Là, sur le premier Grand Prix, Stroll avait fini, mais à 15 tours. Et Alonso n'avait pas terminé le Grand Prix. Et là, sur ce Grand Prix, les deux pilotes n'ont pas terminé, quoi. D'accord. Super Aguri nous disent en 2000 qu'ils n'avaient pas fini, quoi. Voilà, donc Ah, c'est ça, l'écurie, c'est à d'accord. 25 ans. Ouais, Donc c'était ça, il y a 25 ans, la dernière fois que c'est arrivé qu'une écurie Ouais, les enjeux financiers étaient peut-être pas les mêmes aussi. Là, bon, après, il y a encore une fois, il y a l'image de marque. Tu peux pas partir comme ça en pleine saison. En plus, ouais, franchement, ça m'étonnerait quand même. Ah, ça Wow. ferait, ça ferait vraiment tâches, hein. beaucoup de bruit. Bah, même pour la marque Aston Martin, Ben, ça c'est serait ça, quand ouais. même un très mauvais signal de montrer ça. Bon, à voir un peu ce que ça donne. Dans le chat, vous avez des avis impopulaires comme ça sur le Grand Prix du Japon? Ou pas du tout, là, on peut passer au prochain sujet. Aston Martin va recruter le manager qui était chez Red Bull avec New Way. Le problème, c'est le moteur Honda, mais ils ne partiront pas. Surtout avec l'argent dépensé par Aston et Papa Stroll. Ah bah là, il y a beaucoup d'argent, quoi. Les batteries, malheureusement, ils veulent les préserver, c'est pour cela. Accrochage Russell Antonelli au prochain Grand Prix. C'est pas impossible, hein, honnêtement. C'est comme ça qu'en général, ça commence les histoires. Rosberg Hamilton, Verstappen, Perez, etc. C'est là où ça commence à devenir un peu croustillant, quand les deux coéquipiers commencent à se la jouer un peu plus dur. C'est plus rigolo. Oui. Pour le Là, il moment. y avait 4 points en plus. C'est pas serré. Hein. Ah, c'est serré, c'est serré. Là, Comme il y a a dit l'ego Styros, qui hein, va- Antonelli, à mon avis, moi je le vois bien faire une connerie d'ici pas très longtemps. Je suis un peu d'accord avec Styros. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense qu'il va nous tenter quelque chose. Si Russell a trop d'avance, faut pas que Russell gagne 2-3 grands prix de suite. Parce qu'à mon avis, Antonelli, au 5e, il va faire n'importe quoi. Au départ, s'il est derrière, il va pas s'arrêter. Il va tout amener avec lui, quoi. Comme l'année dernière avec Norris et Piastri, exactement. Hein. Même si c'est resté quand même assez courtois, même s'il y a eu 2-3 grands prix un petit peu chauds, c'est resté quand même assez courtois. On va enchaîner directement. On va parler évidemment d'un sujet que Styros maîtrise à la perfection. On va revenir un petit peu sur le cyclisme. On va commencer par Paris-Nice, avec la victoire de Jonas Vingegaard, qui n'a pas eu d'adversité, on va pas se mentir. Est-ce que ça te surprend, Axo, que sur un Paris-Nice, quand même, qui est l'une des plus grosses courses de début d'année, un gars comme Vingegaard s'impose avec 5 minutes d'avance, hein, finalement, C'est sur énorme. Daniel Felipe. C'est Est-ce énorme. que- Ah. Vas-y. Oui, dis-moi. Non, je disais, est-ce que toi, c'est un coureur que tu suis beaucoup avec le Tour de France, avec cette rivalité avec Pogacar? Est-ce que le vélo, comme ça, t'as vraiment un œil? Ne me dis pas que tu suivais au moment d'Eddy Merckx ou de Poulidor, sinon c'est fini. Alors, je suivais à l'époque de Richard Virenque. Ah, puis, on est dans la même génération à peu près, hein, quand même. Hein. Ouais, on est à l'époque il y avait tout le temps le maillot à poids, c'est ça? Le maillot à poids, Dans le maillot- tout à fait. Ouais, maillot à poids, ouais. c'est Maillot à poids, ouais. ça. maillot à poids. Jalabert, Gianni Longo Jalabert. aussi. Ouais. On est à peu près toujours entre 95 et 2000. C'est pas mal. Et bien Là, entendu, tu le suis règne moi d'Armstrong aussi. Ah, Lorraine C'était, Armstrong. Qui même n'existe malgré, plus à Lorraine. Hein.
Il a été rayé, ouais. lui. Hein. C'est le seul qui a été rayé, même si Ouais, par certains rapport, autres auraient peut-être pu mériter aussi. Des certains Bierneris, Ouais. etc., avec des taux d'hématocrite il t'aurait fait péter un éléphant, le copain. Mais bon, il y a que Armstrong qui a pris pour tous les autres. On va dire que ça a été lui le vilain canard. Est-ce que toi, un gars comme Vingegaard, hein, sur la dernière étape, qui se fait quand même taper par le français Lenny Martinez, on a envie de lui dire chier quand même, parce que bon, il a voulu jouer, il a perdu, tant pis pour sa gueule. Mais est-ce que ça t'impressionne quand même que Vingegaard soit déjà à ce niveau-là dès le début de saison? Bah, c'est toujours impressionnant. Après, si tu pouvais me comparer ça, alors je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais cet exploit-là, le comparer à un exploit footballistique, histoire que je puisse me faire un ordre Bon, on d'idée. va dire que c'est comme en début de saison, un gars comme Mbappé qui va marquer 15 buts en 8 matchs de championnat. On va dire que c'est un bon début. Là, Ouais. des écarts comme ça sur un Paris-Nice, je pense qu'il doit être dans les 3-4 plus gros écarts de Paris-Nice depuis la création de Paris-Nice. Donc on est sur Ah un ouais, bon quand écart. même. Oui, en général, ça joue entre 30 secondes et 2 minutes. Il n'y a pas non plus des difficultés de fou dans Paris-Nice, ça dure qu'une semaine, c'est pas le Tour de France. Là, Ouais, il y en a eu 84 Paris-Nice depuis le début. Oh, c'est voilà, énorme en vrai. je dirais que c'est la troisième ou quatrième plus gros écart entre le deuxième et le troisième. Je sais pas ce que va Ah, nous dire franchement, Styros, c'est énorme. on doit être dans ça à peu près, non? Bah là, je crois que c'est le plus gros écart depuis les années 30 ou 40, je sais plus, j'ai vu la stat passer, mais c'est dans ces Voilà, eaux-là. donc en général, on a plus l'habitude de voir des 30 secondes, 1 minute, voire 2 minutes. Tu vois, sur des Jorgensen, les dernières années et tout. Là, tu vois, c'est quand même un très gros écart. Alors, ne nous mentons pas, l'adversité, je sais pas ce que va nous en dire Styros. T'en as pensé quoi de cette adversité? Bah en fait, l'écart, il est un peu faussé, on va dire, parce que il y a eu beaucoup de faits de course. Il y a eu la météo aussi. Genre sur une seule étape, il met 3 minutes au deuxième, au général. Donc ça a été un peu faussé. Il y a eu l'abandon de Ayuso, abandon de Only aussi, chez Ineos. T'as Vauclin qui a pris une bordure à un moment donné, du coup il a pris 4 minutes en une seule étape. Et Vingegaard a été très fort, hein, et la victoire il la mérite, mais les écarts ont été un peu faussés par tout ça quand même. Ouais. Après, il a quand même une science de la course, notre ami Vingard. Hein. On n'en parle peut-être pas assez. Il est souvent bien placé. Il fait peu d'erreurs, contrairement à d'autres coureurs, etc. Parce qu'il faut les avoir. C'est-à-dire que la bordure, il est au bon endroit. Pour Vauclin, alors que Vauclin, il regarde un petit peu les pâquerettes à côté à ce moment-là, plus la météo, qui est vraiment, si vous n'avez pas vu la météo de ce jour-là, franchement, t'as pas envie de faire du vélo dans ces conditions-là. Clairement, t'as pas envie d'être là, t'as envie d'être chez toi en train de boire un petit cacao chaud. Ça a été un petit peu compliqué. Néanmoins, ça t'impressionne pas quand même qu'il soit aussi en forme aussitôt? Parce que Paris-Nice, souvent, on a plus souvent connu Vingegaard moi j'allais dire moyennasse, je suis méchant, mais on va dire bon. Ouais, Là, je l'ai trouvé très bon, moi, personnellement. Ah bah en vrai, Vingegaard, en dehors du tour, il est pas aussi dominateur que Poga, par exemple, sur les autres courses, sur le reste de l'année. Vingegaard, on l'a déjà vu se faire taper plusieurs fois, donc oui, là, ça va lui faire du bien à lui pour la saison. Après, tu l'as dit, l'adversité, bon, j'ai rien contre Martinez, contre Steinhauser, mais ils font 2 et 3, c'est pas la grosse adversité qu'on a déjà eu sur les autres Paris-Nice. Encore, Daniel Martinez, c'est pas mal. Steinhauser, c'est cool, on va dire. Voilà, voilà. Et après, on voit Kevin Vauclin et Lenny Martinez qui font 4 et 5. Cette dernière étape, avec cette victoire de Lenny Martinez, est-ce que Lenny Martinez, on peut attendre de lui que ça soit peut-être pas un GOAT, peut-être pas un Paul Sexas, mais vraiment très fort? Parce que moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai des doutes sur Lenny Martinez. Je le vois comme Nalban Durand, un gars qui peut taper n'importe qui dans le peloton, mais sur une journée. C'est-à-dire qu'à la deuxième journée, il n'y aura plus rien dans les jambes et c'est finito pipo et ça sera un coureur d'exploit. Bah, Axo, il en parlait un peu tout à l'heure, Lenny, je le vois plus comme un Viran qu'en vrai à l'époque. Ouais, il va péter comme ça ou aller chercher oui. une énorme étape en prenant le maillot à poids par la même occasion, en montant les 4 Ouais, c'est ça. color catégories. Moi, j'ai un peu ce doute-là. Alors, le seul avantage par rapport à d'autres Français, pour ceux qui connaissent pas trop Lenny Martinez, c'est qu'il est bon en contre-la-montre. C'est un peu comme Paul Sexas. Nos derniers Français sont un peu meilleurs en contre-la-montre. Hein. C'est pas l'air Pinot, Bardet, même si Pinot avait été quand même champion du contre-la-montre, champion de France du contre-la-montre. C'était pas un pan non plus, mais bon, voilà. C'est pas Bardet, on va dire. Sur un contre-la-montre qui va pas perdre 3 minutes. Bon, si, peut-être sur Evenepoel, mais ça, Evenepoel, c'est encore une autre catégorie. C'est-à-dire qu'il peut mettre 3 minutes à tout le monde. Mais c'est des bons coureurs en contre-la-montre. C'est-à-dire que s'ils sont bien placés au général,
Normalement, il devrait pas être ridicule face à d'autres coureurs du top. Ouais, même Vauclin, hein. T'as parlé de Martinez, Ouais, Vauclin, Sexas, c'est pas mal aussi. bah, les Français, les jeunes Français qui arrivent dernièrement, ils sont un peu plus complets que les Pinot, Bardet à l'ancienne. Donc, il y a déjà un peu plus de chances qu'ils ramènent des petites courses déjà d'une semaine avant de penser au grand tour. Ouais. Après, bon, on s'enthousiasme toujours un petit peu. Là, bon, tant qu'on va parler un petit peu de Paris-Nice, on va revenir un petit peu en retrait, parce que bon, faut qu'on en débriefe un petit peu. Il y a quand même eu ces Strade Bianche avec cette deuxième place de Paul Sexas. Est-ce que tu as suivi un petit peu, Axo, ou pas du tout ce début de Pas saison? trop. C'est un peu notre GOAT. On va pas se mentir, tu vois. C'est le Zidane du vélo. C'est-à-dire qu'on sait qu'il arrive depuis 1 an et demi, 2 ans. Ouais. L'année dernière, sur le Dauphiné, il nous fait une masterclass. Puis derrière, il finit troisième du championnat d'Europe. Derrière, quand même, Evenepoel et Pogacar, c'est pas derrière Tata Sudane encore une fois. T'as pas du tout suivi à quel point là, vraiment, il est annoncé parmi les plus grands. Et là, au Strade J'ai Bianche, il entendu finit parler, deux. ouais. J'en ai entendu parler parce que bon, je regarde pas mal, un petit peu l'actualité, tu vois, je feuillette machin, je vois. Et c'est vrai que, ouais, j'ai quand même vu et qu'apparemment, ouais, c'est très propre, hein. C'est très très propre. Ouais. Et toi, Styros, est-ce que tu fais partie de l'emballement médiatique ou tu essayes de rester le plus loin possible pour pas trop t'emballer et être déçu? Parce qu'on en a connu des coureurs français où on a annoncé, alors rarement à ce niveau-là quand même, on va pas se mentir. Moi, ça fait quand même 30 ans que je suis de vélo. J'avais vu Pinot comme ça arriver, Bardet arriver, etc. Mais une telle aura à 19 ans, j'ai pas mémoire personnellement. Allez, Et jeune. il faut s'emballer, hein. Tu parles de Pinot Bardet, mais Pinot Bardet, quand ils arrivent à son âge, ils gagnent une étape en échappée. Ils te font un petit truc sur l'année par-ci par-là, mais lui, il est direct au meilleur niveau. Derrière Pogacar, c'est déjà l'un des meilleurs. Donc, s'il faut s'emballer pour quelqu'un, c'est pour Sexas, hein. Je dis pas qu'il va gagner le tour cette année, l'année prochaine ou quoi, mais pour l'avenir, il sera là, Là, on est c'est sur, sûr. ouais, on est sur un niveau. Je pense que dans le chat, vous allez en bouffer du Paul Sexas, en espérant, moi, toucher du bois, qu'il se blesse pas, qu'il ait pas de problème, etc. Faut tout toucher quand même, parce que là, ça serait quand même vraiment une catastrophe. Tu peux nous dire un peu ses prochaines courses à Paul Sexas? Est-ce qu'on en connaît un peu plus? Sexas, il est prévu sur le Pays Basque, normalement, là, dans 2 semaines à peu près, début avril. Et après, il va faire les Ardennaises, donc Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Voilà. Alors, il fait pas l'Amstel, hein, on est d'accord, il fait que Non, non, pas Flèche d'Amstel, je Wallonne. crois. Ok. Donc Que là, la Flèche et Liège. pour ceux qui suivent pas trop, là, ce week-end, ça va être Milan-San Remo, mais on va y revenir dessus. Et après, on va enchaîner. Ça va être Tour des Flandres, Paris-Roubaix, donc ce qu'on appelle les Flandriennes. Et après, on passera sur les Ardennaises avec Amstel Gold Race, Flèche Wallonne le mercredi et Liège-Bastogne-Liège avant d'aller sur le Tour d'Italie. Tour d'Italie dont Vingegaard va faire partie. Ça te surprend qu'il fasse le Tour d'Italie? Non, bah, et là, avec la Vuelta de l'an dernier, s'il gagne le Giro, il aura les 3 grands tours déjà. C'est juste pour Je faire pense chez que ça, Pogacar, quoi, en gros. bah, le faire chier, sûrement qu'il l'évite aussi un peu, hein. Parce que depuis 2 ans, il va à chaque fois sur les courses où il y a Pogacar, il se fait un peu raser, donc je pense que ça peut lui faire du bien de l'éviter. Il sera quand même sur le tour après le Giro, mais bah, je pense que son objectif principal, c'est le Giro. Ouais, c'est de le remporter, d'avoir ces 3 grands tours, de remporter, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare, on va pas se mentir, hein. Il y a quand même pas mal de coureurs qui l'ont fait dans le passé, mais ça resterait quand même un exploit des temps modernes. Il n'y en a pas eu tant que ça qui l'ont réussi. Dans les grands tours, tu suis un peu tous les grands tours, Axo, ou non, vraiment, comme beaucoup de Français, on va pas se mentir, hein, qui suivent le Tour de France Tour de France, et seulement ouais, Tour de France? Moi, c'est le Tour de France. Après, c'est le traditionnel Tour de France, quoi, qu'on regarde quand on est gamin chez papy, mamie. Et du coup, forcément, oui, même encore, je suis un petit peu. Mais sinon, à part ça, je t'avoue, même, d'ailleurs, je vais profiter pour vous poser des questions. En gros, il y a combien vraiment de courses majeures, on va dire, cela, il y a le Milan-San Remo qui arrive. Là, on parlait du Paris-Nice. Après, il y a le Tour de France. Il y a quoi d'autre en... Après, c'est des étapes d'un jour, c'est ce qu'on appelle les 5 monuments. Les Strade Bianche, là, Ouais. c'est ce qu'ils appellent le 6e monument. On va laisser parler Styros, hein, c'est quand même lui le spécialiste. Et voilà, il y a des grands monuments, et après, il y a les grands tours à côté. Il va te les citer, hein, regarde. Allez.
Le Ouais. premier. Bon, Stradier Banquet, ça rentre pas dedans. Est-ce qu'on peut dire, Styros, que c'est le 6e ou pas maintenant? Ouais, la course est un peu jeune. Pour être monument, je pense qu'il faut aussi un peu d'histoire. Ouais. Elle est chouette quand Des même. courses, On va pas se des mentir. courses Elle est anciennes. chouette. Ah ouais, bah c'est l'une des plus belles courses de l'année à chaque fois, mais Avec moi, cette je suis petite parti arrivée de la là dans la team, petite ville, avec la petite montée là, on aime bien là. ouais. C'est plutôt sympa. Donc, bah, pour répondre à Axo, vas-y, dis-nous les monuments en dehors des trois grands tours, hein, Vuelta, Giro et Tour de France. En gros, Axo Monument, t'en as 5 dans la saison. Ouais. T'as San Remo, puis t'as Tour des Flandres et Roubaix qui sont 2 courses pavées. Ouais, ouais, Euh, Roubaix, puis ouais. puis t'as Liège-Bastogne-Liège un peu plus tard, c'est généralement fin avril. Et après, tout à la fin de saison en octobre, t'as le Lombardie. Et ça, c'est les 5 D'accord. monuments. C'est les Ok. 5 courses d'un jour les plus C'est les importantes. courses d'un jour, ok, ça Course marche. d'un jour. Là, ce qui fait la particularité de Milan-San Remo, bah, tiens, on va se mettre sur Milan-San Remo, c'est que la course, c'est très, très, très longue. Hein, on va pas se mentir, les courses ne font que diminuer en termes de longueur. On voit hein, sur les derniers tours, etc., pour avoir quelque chose de plus télévisuel, pour que ça soit plus un peu nerveux, etc. Les étapes sont de plus en plus courtes. Hein. Sur le dernier Tour de France, je crois que la plus grande étape, ça devait être 210 ou 215 km. Même les contre-la-montre ont été bien réduits. Quand j'étais jeune, un contre-la-montre, c'était 60 km. Maintenant, c'est plus 30, 35, 40 km et encore. Et bien là, Milan-San Remo, ça en fait 200, 280, c'est quelque chose comme ça, je crois, 271. Ouais, on est 280. quasiment à 300. Ouais, c'est un peu des courses d'antan comme on a pu vivre au début des premiers Tours de France où ça se faisait 3000 km en 6 étapes, etc. Bah, c'est pour ça que c'est un monument parce qu'on voit hein, la difficulté n'est pas énorme hein, sur un Milan-San Remo, mais c'est la fatigue, c'est-à-dire que bah, après 7 heures de course, hein, parce que ça dure à peu près 7 heures, bon, bah, les organismes sont quand même un petit peu fatigués et on finit par la Cipressa et le Poggio qui sont deux petites montées hein, pour les coureurs qu'il y a là. Honnêtement, c'est des petites montées. Toi, tu l'aimes bien cette course Milan-San Remo? Ça annonce un peu le début de saison pour toi? Ah, Milan-San Remo, c'est le plus beau final de l'année. Après, bon, on va pas se mentir, tous les 270 premiers kilomètres, on fait la sieste, on regarde, on fait des choses à côté. Mais après, les 20 derniers kilomètres, quand tu arrives au pied de la Cipressa, c'est les 20 plus beaux derniers kilomètres de la saison. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas est-ce que ça va être un puncher, est-ce que ça va être un descendeur, est-ce que ça va être un sprinter qui va s'imposer. J'ai mis hein, un peu les favoris hein, pour ce Milan-San Remo avec Mathieu Van Der Poel, qui est grand favori derrière Tadej Pogačar, juste derrière Ghana, Pidcock, Romain Grégoire, un autre français hein, qui a fait 4 au Stradier, et Mathieu Brennan. Et derrière, ça va être du Wout van Aert, du Jasper Philipsen. Et on voit des punchers comme un puncher rouleur, puncher sprinter, comme Wout van Aert, Jasper Philipsen qui est un sprinter. Mathieu Van Der Poel qui est tout. On va pas se mentir, Mathieu Van Der Poel, on peut pas le cataloguer, il est trop fort. Pogačar qui est puncher mais également vainqueur de grand tour. Donc c'est un peu la chance à tout le monde, hein, Pidcock, hein, roi de la descente, et aussi très bon puncher. Est-ce que tu vas regarder, mon Axo, ce type de course ou pas du tout? C'est possible parce que j'ai trouvé intéressant dans la mesure où, bah, a priori, de ce que j'ai compris, Van Der Poel, en gros, il a déjà gagné 3 fois, si je dis Ouais. pas de bêtises. Et Pogačar, en gros, bah, c'est un peu le seul qui lui manque. Et ils sont au coude à coude, c'est les deux favoris. Donc ça peut être intéressant. Après, il peut y avoir aussi des outsiders. Et comme tu disais, ouais, c'est une course en fait où tout peut arriver. Et c'est là que c'est justement intéressant pour quelqu'un comme moi qui suit plus trop. Et pour le coup, même Styros l'a dit, c'est certainement une des plus belles. Donc, ouais, franchement, c'est possible, hein. Bah, surtout C'est Van Der demain. Poel pour nous quand même. Van Der Poel, Papy Poulidor, nous, moi j'ai été prof de sport à Saint-Léonard, la maison de Poulidor est en face du collège, hein, collège Ouais. de Saint-Léonard, donc Papy Poulidor pour nous, voilà. Pour moi il est français, Mathieu Van Der Poel, faites pas chier, hein, il est français, voilà. Après, bon, eux seront peut-être pas d'accord, mais je m'en bats les couilles, voilà. J'habite dans le 87, Poulidor, je l'ai vu je sais pas combien de fois dans ma vie, Poulidor, petit-fils, Mathieu Van Der Poel français, il n'y a pas de blablablu. Voilà. Après, ça, malgré qu'il était très fort sur Tirreno, ça va être dur hein, quand même pour Mathieu Van Der Poel. Parce que Pogačar, on a vu sur l'Estradier, c'est encore solide. Hein. Il va attaquer de plus en plus tôt. Je sais pas où il va nous attaquer cette année, Pogačar, mais il essaye de plus en plus tôt. Il va nous attaquer à 150 km de l'arrivée. On va bégayer Pogačar. Mais bon, non, j'exagère un peu. Mais
Toi, t'en penses quoi, Styros? C'est qui ton favori pour toi? Mathieu Van Der Poel quand même? Impossible que Ouais, Pogacar le lâche? bon, impossible. Ouais, je pense qu'on peut jamais dire impossible avec Pogacar. Mais je pense que ça risque d'être compliqué. C'est celle qui lui échappe. Les pentes sont vraiment pas dures au final dans la Cipressa et le Poggio pour lâcher Van Der Poel. Ouais, il y a Mais que du ce 8 qui et va 9% pour ceux qui regardent le ouais. pas. Voilà, c'est vrai. Et encore, c'est vraiment sur 300 mètres. Hein, c'est vraiment, c'est ultra. Et encore 300 mètres, je suis peut-être même gentil. Hein. Mais demain, ce qu'il faudra faire attention, c'est que pour le moment, si ça change pas, ils annoncent gros vent de face à partir de la Cipressa. Et ça peut changer toute la course. Est-ce que tu peux Si on a expliquer aux un... gens pourquoi le vent a une telle importance dans le vélo? Par exemple, là, quand on dit vent de face, c'est-à-dire que bah, les coureurs, si quelqu'un sort, il va se prendre le vent dans la gueule, et s'il n'est pas derrière un coéquipier, etc., bon, bah, ça va quand même le ralentir énormément. Est-ce que tu peux expliquer un peu tout ce côté un peu aérodynamique? Parce que dans le chat, bah, peut-être qu'ils suivent le vélo, mais sans comprendre des fois pourquoi bah, le gars n'attaque pas de 80 km de l'arrivée. Et encore maintenant avec Pogacar, ça a un peu changé cette histoire-là. Bah, en gros, on va prendre l'exemple de l'année dernière, Van Der Poel, Pogacar et c'était Ghana avec eux, je crois. Ils partent dans la Cipressa à 3 avec bon, le peloton, les autres outsiders qui étaient derrière eux. Sauf que là, cette année, si ça change pas, ils vont avoir vent de face dans la Cipressa quasiment tout le long et même un peu après. Et bah forcément, un groupe de 3, ils vont prendre le vent dans la face, ça va être compliqué pour eux. Et si derrière, il y a un groupe assez conséquent qui arrive à se relayer avec des équipiers, qui arrive un petit peu à se protéger du vent au final, on va envoyer les équipiers rouler en tête de groupe, les leaders, eux, ils vont être un peu plus protégés derrière. Bah, ça peut tout changer, ça peut un peu rabattre les cartes. Je suis pas sûr que Pogacar et Van Der Poel, comme l'an dernier, arrivent à résister au retour de derrière s'il y a vraiment vent de face, un très très gros vent de face. Moi, mon avis impopulaire sur le vélo, je pense que ni Mathieu Van Der Poel, ni Tadej Pogacar vont remporter Milan-San Remo et que ça sera un coureur derrière, c'est-à-dire que ils vont réussir à un instant T à se sortir, mais comme tu dis avec le vent de face, moi je vois surtout quelqu'un sortir du peloton. Et moi, si je devais miser une pièce, ça serait sur Jasper Philipsen. C'est ma grosse cote. Je pense qu'il peut nous faire, comme d'autres sprinteurs l'ont fait dans le passé, etc. Deux cadors qui vont se marquer et qui finalement, un sprinter va réussir à gagner sur la ligne. Et à mes yeux, Jasper Philipsen, à part peut-être Milan, il n'y a quasiment pas mieux en termes de sprinter. Et quand il est en forme, Jasper Philipsen, il est injouable. Toi, c'est quoi ton avis impopulaire, mon petit Styros? Est-ce que déjà, pour toi, ça sera soit Van Der Poel, soit Pogacar? Bon, je pense qu'il y a 90% de chances que ça soit l'un des deux. Mais avis impopulaire, moi j'espère que du coup, avec le vent, les deux vont un peu se casser les dents dans le finish. Et j'espère revoir un petit groupe groupé avec des petits sprinters, des mecs qui vont assez vite se jouer la gagne. Ça fait quelques années on les voit pas. Avec Pogacar qui fout le bordel généralement. Et Ouais, je bah me c'est ça. dis, pourquoi pas le petit Paul Magnier. Est-ce qu'il s'est remis de sa chute, Paul? Bah, je sais pas trop, mais logiquement, c'est un sprinter qui passe très bien les bosses, donc Cipressa Poggio, ça va pas poser de problème. Faudra juste être placé. Est-ce que son équipe aura des équipiers autour de lui aussi dans le final pour l'aider? Ça va être important aussi. Mais ça serait beau, un petit outsider comme Paul Magnier, un Milan, un mec qui va vite dans le finish. Ouais, un petit sprinter, ça changerait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un sprinter s'imposer quand même sur Milan-San Remo, on va pas se mentir. Bah, depuis Desmar, est-ce qu'il y a eu un sprinter qui s'est imposé? Vraiment un pur sprinter, hein, je parle. Hein. Bah, Philipsen, on peut le considérer pur sprinter, mais ce jour-là, il était tellement fort. Il me semble qu'ils arrivent à moins de 10 à l'arrivée, donc Ouais, c'est ça, je c'est considère que même pas ça Philipsen, il comme un peut tout sprint. gagner. Hein. Sur un Paris-Roubaix, honnêtement, il peut être peut-être pas aussi fort qu'un Van Der Poel, mais je pense qu'on n'imagine pas les capacités d'un Jasper Philipsen. Je pense que ce garçon, même lui, je pense qu'il sait même pas jusqu'où il peut aller. Bon, il est un peu arrogant, on a vu quand même dans le storytelling de l'émission. Je sais pas si tu as suivi un peu sur Netflix les 3 saisons qu'il y a eu, ou 4 saisons même, du Tour de France. Euh... Mais tiens, tant qu'on est sur ça, est-ce que tu l'as aimé ce type d'émission? Est-ce que de voir un peu les coulisses comme ça t'a plu? Ou ils ont voulu trop en faire Netflix, un peu comme Drive to Survive pour la F1, et finalement c'était tellement un peu scripté que c'était même pas intéressant à suivre. Bah, si tu suis toute la saison, si tu rates aucune course de l'année, tu regardes le tour de A à Z,
il y a des incohérences, mais je pense que c'est pareil. J'ai pas regardé les séries sur la F1, mais je pense que c'était pareil. Pour les fans de F1 qui regardent tous les GP, C'était ils pire voyaient sur les la F1 parce qu'ils incohérences. tentaient de faire un peu de bagarre entre les coureurs. Ouais. Donc, entre les pilotes. Ils ont pas trop fait ça quand même sur le vélo. Il n'y avait pas trop d'incohérence, c'était plus de créer un peu des dramas entre coureurs. Ils étaient plus dans cette optique-là. Mais dans tous les cas, ça reste de très, très bonnes séries pour les personnes un peu plus novices qui commencent à s'intéresser au vélo. Franchement, c'était une bonne chose. C'est dommage que ça s'est arrêté. Ah, c'était un peu triste. T'as regardé ça, ce type de série un peu sportive? Il y avait eu autour des Bulls hein, à l'ancienne, mais sur du récent. Bah là, il y a Drive to Survive sur la F1. Là, il y avait sur le Tour de France. T'as suivi un peu sur Netflix comme ça ou sur d'autres programmes hein, le sport, Axo, ou pas du tout? Voir un peu les coulisses comme ça du sport de haut niveau, comme à l'époque, les yeux dans les bleus, parce que bon, je parle à un connaisseur des années 95-2000 avec Axo. Hein. Depuis tout à l'heure. Alors, dernièrement, j'ai regardé le. Alors, c'est individuel, mais j'ai regardé le reportage de Nasri, Samir Ouais, Nasri, qui était pas mal. où on est. Ouais, ouais, il était excellent, hein, j'ai bien aimé. Et pour ceux d'ailleurs qui ont Enfin, maintenant on le connaît en tant que consultant sportif, mais pour ceux qui avaient des a priori sur le joueur, sur son comportement ou autre, allez voir parce que franchement, l'histoire, elle est magnifique. Et franchement, moi, ça m'a touché vraiment. Et j'avais regardé également Anelka à l'époque. Et là, j'attends celui de Ben Arfa. Après, sur des sports, sur du collectif, non. Mais par contre, je suis carrément chaud parce que la dernière fois, je regardais un petit peu les onglets là sur Netflix. Et c'est vrai qu'il y a des trucs sympas. Et c'est pour quelqu'un qui connaît pas trop, c'est cool en vrai. C'est cool. Ah bah il y a plein de personnes qui... Alors, sur le vélo, ça n'a pas eu le même impact malheureusement. Par rapport à la F1 où il y a beaucoup de F1 Tix qui sont arrivés un peu, c'est les footix de la F1 ou des cyclix, je sais pas si on dit comme ça en vélo, C'est ça, ouais. qui sont arrivés. Sur le vélo, on l'a moins senti, c'est-à-dire que moi quand je regarde beaucoup Twitter, je suis le vélo depuis maintenant 35 ans avec mon père, j'ai commencé, j'avais 6 ans. J'ai pas vu trop ça. En F1, ah si, en F1, les F1X, des gens qui connaissaient rien à la F1 qui mettent des avis, c'est même plus impopulaire, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens, on en voit beaucoup. Sur le vélo, ce serait plus Tyros qui pourrait nous dire, est-ce que t'as senti un impact de cette série un peu Tour de France, où des gens se sont mis à découvrir le vélo, et bah, des fois avec des analyses un petit peu pas assez poussées, on va dire, ou pas du tout, t'as pas eu cette impression-là? Parce que toi qui fais que du vélo, hein, t'as cette impression ou pas? Bon, un petit peu, mais pas autant que sur la F1. Après, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, hein, voir des nouvelles personnes s'intéresser au vélo. Au final, c'est une bonne chose, hein. Même Tout à fait. si, du coup, forcément, ils vont avoir peut-être des avis un peu à côté de la plaque par moment et tout, mais bah, forcément, ils suivaient pas avant. On a tous commencé à un moment. Tout à fait, tout à fait. Je me souviens, j'étais passé sur un télé l'année dernière où ça parlait de Julien Alaphilippe. Et je me disais, mais les gens, ils suivent pas assez, c'est pas possible, parce que vraiment, ils le voyaient tous gagner les premières étapes du Tour de France de Ouais. l'année dernière. Je sais pas si tu te souviens. Et Ouais. moi, j'avais répondu à deux, trois gars, dire, les gars, calmez-vous, parce que Julien, c'est plus le même Julien. Vous l'avez connu il y a 2, 3 ans, c'était le monstre. Si vous- Bon, ça va être plus dur quand même. Et je me souviens, j'étais passé sur ton live, c'était l'année dernière, juste avant le Tour de France, juste avant les premières étapes, où il y a beaucoup de gens qui voyaient, et c'est là où je m'étais dit quand même, ah oui, il y a beaucoup de gens qui suivent vraiment que le Tour de France, parce que Julien, c'est un petit peu fatigué, c'est méchant, parce que bon, c'est quand même l'un des plus grands coureurs français qu'on ait eu sur ces 20 dernières années, et même un monstre, on va pas se mentir, 2 fois champion du monde. Si tous les gars avaient pu avoir son niveau-là, on aurait kiffé. Donc c'est pas mal quand même de voir quand même que certaines personnes... Est-ce que dans le chat, pour vous, le vélo, ça se résume au Tour de France ou pas? Toi, Axo, tu nous as dit, ouais, c'est plutôt ça. Vraiment, le truc du vélo, c'est le Tour de France. Et après, c'est vrai que les autres monuments, c'est moins intéressant. Ou en tout cas, tu regardes un petit peu moins. Je sais pas si m'a entendu, Axo. Ah, je pensais que tu parlais au chat. Ouais, je regarde un peu le chat, je regarde un peu le chat en même temps. Je suis comme Axo, il y a Bebe qui dit. Non, il y en a qui regardent, je suis pareil que Axo. Après, c'est vrai, on va pas se mentir. C'est toujours la problématique des coureurs français. C'est-à-dire qu'un coureur français qui va performer dans des courses, mais s'il est pas bon sur le Tour de France, l'impact que ça aura sur sa saison est énorme en termes de sponsors, en termes de mercato. C'est-à-dire que Vauquelin, heureusement qu'il gagne, ou en tout cas qu'il est performant au Tour de France,
Parce que pour ceux qui l'avaient pas vu, il a fait des choses exceptionnelles en saison. C'est-à-dire que même le gars, c'est un peu le régionne d'un Valverde, surtout d'un Julien Alaphilippe. C'est-à-dire que sur une flèche wallonne, il est monstrueux sur ce type de montée. Mais c'est vrai que de finir deuxième derrière Pogacar, ça fait pas vraiment parler de soi. Alors que ceux qui suivent le vélo à l'année, on savait bien que Vauquelin, sur ce type de montée, s'il n'y avait pas Pogacar, ça serait le meilleur. Je sais pas ce qu'on pense Tyros, mais s'il n'y avait pas Pogacar... Ah bah Vauquelin, je pense que c'est la course qui lui correspond le mieux, la Flèche Wallonne. Bien punchy comme ça, le dernier kilomètre bien dur à 15%. J'espère pour lui qu'il en gagnera au moins une. Mais Vauquelin surtout, c'est sur les courses d'une semaine. Genre tu parlais des autres courses de l'année dernière, juste avant le Tour, 2 semaines avant, il fait le Tour de Suisse, il a une étape de le gagner. Ouais, Ça passe pas bon. malheureusement. Non. Et malheureusement, malgré toutes ces bonnes performances, s'il n'y avait pas eu le Tour de France, Ouais. personne connaîtrait Vauquelin. Personne. J'exagère, mais on va dire que 95% des Français. Est-ce que ça te désole, ça, Styros, quand même, toi qui suis le vélo au quotidien, de voir à quel point le Tour de France a un impact énorme sur un coureur? C'est-à-dire que s'il réussit son Tour de France, il va être ultra mis en avant, et si au contraire il passe à travers, même s'il fait tout bien dans toute la saison, pour les gens, ça restera un loser du Tour de France, quoi. Bon, non, Comme Gaudu. Ça me désole pas trop. Le problème du vélo, c'est que si tu t'y intéresses pas à 100% toute l'année, il y a tellement de courses, c'est pas comme le foot où chaque équipe joue le week-end, une fois par semaine, en milieu de semaine en Ligue des Champions, tout ça. Il y a tellement de courses, toute l'année, il y a 2 courses par jour limite. Donc si t'as pas envie de t'y mettre à 100%, c'est dur de suivre toute l'année, quoi. Et forcément, le Tour de France, c'est populaire. Axel le disait tout à l'heure, tu es petit, tout le monde a regardé avec ses grands-parents le Tour de France. La mamie qui t'emmène au bord de la route quand le Tour passe à côté de chez toi. On veut le bon cochonou quand même, hein. On le veut quand même, Ah le oui. bon cochonou. Je l'ai pas eu, moi, putain. C'est vrai? Ils sont Je l'ai, passés, je t'en là, devant la donnerai, nouvelle, j'en ai en plus. plusieurs, je t'en donnerai Devant plusieurs. la nouvelle t'inquiète pas. maison, ils sont passés, il est même pas fichu. Après, il y en a, Oh ils là avaient là une là poche là, pleine. terrible, terrible, terrible. Il y en a Faut vraiment, qu'ils ils fassent sont posés au rond-point, une poche pleine. Et ils sont barrés. Putain, j'étais dégoûté. Ah merde, t'as pas eu de bol. Parce que franchement, ils avaient été généreux ces dernières années. Même le Tour du Limousin, ils ont été sympas. On est reparti, on avait une poche entière. C'était à Panazol, là où t'habitais avant, quoi. Ouais. C'était sur la mairie de Panazol. Dans le chat, alors puncher, ça veut dire juste c'est quelqu'un qui va être extrêmement performant pour accélérer en montée, mais sur des montées courtes. C'est-à-dire c'est pas sur une ascension de 15 km. C'est-à-dire que Julien Alaphilippe était le meilleur puncher du monde avec Valverde à une époque, c'est-à-dire sur une montée de 1, 2, 3 km à 8 à 10%, 15%. Ces coureurs-là sont juste exceptionnels. C'est-à-dire, c'est un peu des coureurs 200 mètres, 100 mètres. C'est des coureurs extrêmement explosifs. Bon, on va dire plus 200-400. Parce que bon, les sprinteurs, eux, sont vraiment les vrais sprinteurs. C'est comme les coureurs de 100 mètres sur un truc. On va dire c'est des coureurs de 400 quasiment, des punchers. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas assez bons sur du plat. Mais dès que ça s'élève un tout petit peu sur des efforts courts, entre 2 et 5 minutes, ils seront imprenables, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire puncher. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une bordure? Ça, en gros, c'est quand il y a du vent. Et en fonction du vent, comment il arrive, quand il arrive de côté, en fonction de comment va se mettre le peloton et comment va se mettre les premiers coureurs, si tu accélères, si tu mets le coureur derrière dans le vent, ça va créer ce qu'on appelle des cassures. Et c'est ça une bordure. En général, ça va être sur une route qui va être complètement dégagée. Il ne va pas y avoir rien du tout sur les côtés ou en bord de mer, etc. Et bien, il y en a une, exactement, là, sur Paris-Nice, il y a une bordure qui s'est faite. Et c'est comme ça que s'est fait avoir Vauquelin. Malgré une fin d'étape exceptionnelle, il a toujours été à contre-courant de l'étape. Et malheureusement, aussi bon qu'il a été. En plus, le problème, c'est que cette étape-là l'a énormément fatigué pour la fin de semaine. C'est-à-dire qu'il a mangé beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on dit sur une étape, sur des tours de 1 semaine, 3 semaines, ça fatigue. Et ce que tu auras dépensé en énergie, tu ne l'as pas à la fin. Et sur certaines étapes à la fin, elles auraient pu être pour Vauquelin. Et malheureusement, on a vu qu'il était un petit peu fatigué. Tirreno, est-ce que tu veux dire un petit mot? Je vais quand même mettre Tirreno quand même, parce que bon, ça fait partie de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Van Der Poel, mais surtout Del Toro, qui confirme, qui remporte ce Tirreno. Moins d'écart, moins passionnant, moi j'ai trouvé. Après, je sais pas ce que t'en as pensé toi, Styros, mais...
Bah moi justement j'ai bien kiffé. J'ai préféré Tirreno à Paris-Nice cette année. Ah bah Euh, Paris-Nice, alors oui, parce que Paris-Nice a été quand même, à part une étape que j'ai kiffé, le reste a été pas ouf. Euh, Néanmoins, j'ai trouvé ouais, pareil, c'est-à-dire que Del Toro, Jorgensen, j'ai trouvé ça fort, mais après Pellizzari, Johansen, Roglic, j'ai trouvé que c'était bon, mais je m'attendais presque à mieux en termes d'adversité, etc. Et finalement, ouais, non, j'ai presque été un petit peu déçu. Non, toi, t'as bien kiffé en tout cas. Bah Tirreno d'habitude on a à chaque fois au moins une étape avec un gros col, une grosse arrivée au sommet pour les grimpeurs. Du coup à chaque fois ça fait des écarts, t'as les grimpeurs habituels qui gagnent. Là cette année ils sont partis sur le principe de vraiment mettre que des... Limite c'était des classiques tous les jours. Il y avait que des étapes avec des petits murs dans tous les sens, pas de montagne du tout. Du coup, ça a fait une course assez ouverte. On a vu Van Der Poel très fort, on a vu Van Aert un peu aussi. Ouais, j'ai bien aimé. Chaque jour, c'était assez intéressant à regarder quand même. D'accord, donc ouais, t'as bien kiffé. Moi, j'étais presque un petit peu déçu. Alors peut-être que c'est parce que ça, le parcours changeait un peu d'habitude. Et tu sais, les vieux, des fois, on a un peu du mal. On n'a pas notre petite étape de montagne, etc. On se dit, oh là là, y a rien. Bon, voilà. Non, mais après, en soi, ça s'entend hein, de se dire que c'est des mini classiques comme ça. Ça pouvait être sympa. Bon, bah, Axo, je pense qu'il a pas trop suivi Tirreno. C'est pas la course de l'année non plus, quoi. Peut-être juste le résultat, quoi. Combien de kilomètres elle fait la course? Bah, c'est une semaine. Ah, c'est sur une. D'accord, c'est sur une C'est sur une semaine, semaine, ok. ouais. C'est sur une Mais semaine. sans parallèle de Paris-Nice, c'est la même durée. Voilà, c'est la même D'accord. durée. Il y a juste. Il y a un jour de décalage. Non, non, ça Oui, commence. Ouais, c'est ça, ouais, ça commence ah, le c'est même jour. ça, ouais. Voilà, donc il y a juste un petit jour de décalage. Del Toro, qui fait partie un peu comme Paul Sexas de la nouvelle génération. Euh, Del Toro qui s'est fait quand même poutrer, j'ai envie de dire poutrer, oui, laissez-moi tranquille, je dis poutrer par Paul Sexas, alors qu'il lui a sucé la roue toute la journée. Donc, est-ce que ce type de parcours pour un Sexas dans peu de temps, est-ce que ce type de parcours c'est fait pour lui? Tu le vois vainqueur comme ça d'un Tirreno dans peu de temps? Bah l'année prochaine quoi, maintenant. Bah, tout à l'heure, on en parlait. Il fait Pays Basque dans 2 semaines. Pays Basque, c'est littéralement la même course que Tirreno cette année. Pays Basque, il n'y a jamais de montagne. C'est tous les jours des étapes difficiles avec des petits murs dans tous les sens. Et il y aura pas trop d'adversité normalement. Bah justement, le plus gros adversaire, ça sera Del Toro. On aura Del Toro contre Sexas à ce moment-là. Ce qui sera sympa à regarder, hein. Donc là c'est dans quoi? C'est dans à peine ouais, dans 15 jours, ça va être quoi? Ouais, c'est Début avril début à peu près. avril. Ouais, c'est ça. C'est la semaine avant Roubaix. D'accord, la semaine avant Roubaix, bon, au moins, bah, faudra qu'on suive ça, voir un peu ce que ça donne. Maintenant, on va parler évidemment d'un sujet qui nous passionne tous, on va parler foot, mais on va revenir sur quand même quelque chose qui fait extrêmement polémique. On va parler évidemment du Maroc et du Sénégal. C'est les feux de l'amour. C'est les feux de l'amour, mais dans en version football africain. C'est fou. C'est fou ce qui se passe. Axo, que penses-tu de ce revirement de situation entre le Maroc perdant de cette CAN, mais finalement sur tapis vert remporte 3-0 cette CAN? Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as cru à une blague au début? Alors, pour tout te dire, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai regardé 3 fois si j'étais pas sur une connerie, tu sais, les fakes, là, les comptes. Ouais, Je dis, actu mais c'est pas foutre. possible. Et en fait, c'est encore une fois de plus un. Bon, alors là, en plus, c'est le pompon, quelque chose qui décrédibilise à nouveau le football africain et plus particulièrement la CAN. C'est un scandale. Franchement, tu prends une décision rapide. Après, je veux bien croire que c'est un cas particulier, que c'est un article, que bon, bah, c'est un article. Après, ça reste quand même une règle, mais tu peux pas 2 mois après retirer un trophée en sachant qu'il y a eu quand même distribution de médailles, de trophées. Il y a eu la fête au Sénégal et tout ce qui s'ensuit. Hein, même les joueurs, c'est pas possible en fait. C'est une honte. Voilà, c'est une honte. En plus, les joueurs sont restés sur le terrain. Ils sont revenus. En plus, ils sont partis du terrain parce qu'il y avait déjà quelque chose de litigieux. On sentait Ah, cette tension hein, dans cette finale, mais cette tension, elle a eu lieu pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est le même cirque en fait. C'est pas la première fois que ça arrive dans cette compétition. Et voilà, à nouveau, c'est le pompon. Non, franchement, moi je trouve que c'est pathétique. Vraiment, c'est pitoyable. et toi, Styros, t'as suivi un petit peu comme ça
ce revirement de situation entre le Sénégal et le Maroc. Je sais pas si tu avais regardé cette finale de la CAN ou pas du tout. Si, j'avais regardé, ouais. J'avais regardé. Moi, je pars du principe à partir du moment où les deux équipes rentrent sur le terrain, reprennent le match. Même l'arbitre, il a pas arrêté le match. Au final, ils l'ont repris, ils ont joué la prolongation normale. Ça aurait dû s'arrêter là, quoi. Si l'arbitre, à ce moment-là, via le règlement, avait décidé d'arrêter le match et de donner Maroc vainqueur, ça aurait fait parler. Mais bon, il l'aurait fait sur le moment, ça aurait été mieux que là, 2 mois après. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que le fait que... Surtout que bah, le Maroc a cette possibilité, ils ont ce penalty quand même. C'est-à-dire que le Sénégal revient et le Maroc a ce penalty. C'est-à-dire que ils n'ont pas volé leur victoire, nos amis sénégalais. C'est-à-dire que c'est pas comme si l'arbitre change sa décision parce que bah voilà, ils sont rentrés boudés au vestiaire, ils regardent la VAR, il dit il n'y a pas pénalty, bah finalement le Sénégal revient et finalement le match continue et le Sénégal remporte. Là finalement le Maroc a eu cette chance de s'imposer. Après ce qui m'embête moi, c'est que les amis marocains ils ont rien demandé. Les fans marocains, les fans sénégalais n'ont rien demandé. Ça commençait, on va dire, la plaie à se refermer. C'est un peu comme si nous, je sais pas, 2 mois après le France-Argentine de 2022, on nous aurait dit ah, bah vous êtes vainqueurs finalement. On a vu qu'il y avait un peu de corruption au niveau de l'Argentine, où ils avaient eu le geste de Martinez ou je sais pas des propos racistes, etc. On en enlève le titre à l'Argentine, on vous le met. Bah, après, 2 mois après, bon, t'es content de l'avoir remporté, mais t'avais réussi à faire un petit peu ton deuil de cette défaite. Là, c'est un petit peu dommageable de se dire, ben voilà, je pense que nos amis marocains, ils avaient fait le deuil, ils savaient qu'il y avait cette grosse échéance avec la Coupe du Monde, ils ont été très performants il y a 4 ans, honnêtement, ils peuvent aller chercher quelque chose de bien le Maroc, et là, de remettre un coup, finalement, ben, le Sénégal va faire appel, hein, sûrement au TAS, c'est quand même fou ce type de décision. Est-ce que ça peut faire jurisprudence dans le futur? C'est-à-dire que si, par exemple, le tribunal administratif du sport valide le fait que le Maroc est vainqueur, est-ce qu'à chaque grande compétition, il y aura dorénavant des équipes, ou en tout cas des sélections qui vont être procédurières comme ça, et qui vont attaquer en justice, et c'est un peu comme la VAR, si on n'attend pas 3 minutes ou 5 minutes, on ne sait pas si le but est valable ou pas, finalement après une compétition, il faudra attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, avant de savoir qui sera le grand vainqueur de la compétition, et s'il n'y a pas des procédures. C'est porte ouverte là. C'est porte ouverte maintenant. Mais par contre, là où on peut se poser une question et où je pense que ça changera, c'est sur le délai de la décision parce qu'il y a eu quand même des conséquences. Regragui a démissionné de son poste d'entraîneur. Entre-temps, quand même 2 mois, c'est long. Il a pu se passer des choses. Mais là, c'est porte ouverte. Et encore une fois, moi, il y a une question que je me pose. C'est dans la hiérarchie là, enfin par rapport au corps arbitral là, je sais pas combien ils sont en comptant ceux dans le VAR et ceux à l'extérieur, mais pourquoi il y en a pas un qui a dit bon bah écoutez la règle elle est claire, l'équipe sort du terrain, c'est victoire sur tapis vert du Maroc. Je comprends pas en fait comment on peut décider 2 mois après alors que ça fait partie des règles. C'est en fait tu peux pas te permettre d'attendre autant de temps. Moi je trouve que c'est ridicule, mais là c'est porte ouverte, hein. À cause de ça vous verrez, on en reparlera. Toi, t'en penses quoi, Styros? C'est vraiment la porte ouverte pour le futur ou non, c'est vraiment pour cette CAN avec ce fait particulier que le Sénégal soit sorti du terrain parce que bon, c'est quand même une première ça aussi, hein, qu'on voit des joueurs quitter le terrain. J'avais jamais vu ça de mémoire. Donc non, c'est juste un fait, c'est ce match-là. Ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait amener vers d'autres cas similaires dans le futur? Bon, non, c'est porte ouverte, hein. Et puis même pour le côté, pour les supporters. Pour nous, on regarde prochaine Coupe du Monde. Imaginons, peu importe le pays que tu supportes, il gagne. C'est quoi? Tu vas devoir être dans la retenue. Tu vas te dire ah bon, on a gagné, mais bon. Bah, comme à l'heure on sait actuelle avec la jamais, quoi. VAR. Comme avec la VAR. À l'heure actuelle, c'est très rare qu'on célèbre un but avant que la VAR ait validé. Ouais. C'est-à-dire qu'on célèbre le but que 3 minutes après avoir marqué. On a perdu un peu de spontanéité. Quand on regarde un match, tu dis oui. Attends, on va quand même regarder. Il est pas en jeu, Ouais, il a pas c'est touché un joueur, il a pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dès que tu vois le petit logo VAR, tu dis oh putain merde, c'est pas possible. C'est quoi ce sport de con? Bah là, oui, comme tu dis, potentiellement, il faudra attendre 2 mois pour être sûr à 100% qu'on ait bien remporté une compétition internationale. S'il se passe pas quelque chose de particulier, hein. Parce que là, on dit le Sénégal, mais je vous rappelle qu'à l'époque, Zidane en 2006,
il y a une procédure judiciaire qui est lancée de la France pour essayer de faire déchouer l'Italie parce que l'arbitre a utilisé la VAR, en tout cas la vidéo, pour se fier au carton rouge de Zidane, parce qu'il ne l'a pas vu. Le quatrième arbitre ne l'a pas vu. En gros, c'est en regardant la vidéo qui tourne au bord du terrain que le quatrième arbitre le voit et appelle l'arbitre, machin, et en gros, c'était pas autorisé dans les règles. Il y avait déjà eu ça. Donc imaginez qu'à l'époque, on dise, les gars, la France a gagné, hein. Le carton rouge, il n'est pas justifié, on doit refaire le match, etc. À chaque fois, Thierry Henry, qui fait cette main face à l'Irlande, et finalement, on va bien à la Coupe du Monde, eux n'y vont pas. Il y avait eu une procédure comme ça qui avait été ouverte, et finalement, quand le match il est fini, c'est trop tard, on n'en parle plus. Et là, finalement, de dire que non, même si c'est le match, il est fini, on peut tout changer le résultat. Ça, j'ai un petit peu peur moi aussi par rapport à ça. Non, mais c'est certain. Mais après, là, c'est deux choses différentes. Là, encore une fois, je veux pas revenir là-dessus, mais la CAN, c'est full corruption. C'est souvent. Il y avait eu l'histoire aussi, rappelez-vous, le match de la Tunisie contre, je sais plus, contre le Mali, je sais plus, où il y avait l'arbitre Il avait avait sifflé à la pété une 80e. durite. Il avait sifflé plus tôt. Ouais, Non, mais. Et il a continué à arbitrer parce qu'on l'a revu, notre fameux arbitre, on l'a revu. Non, mais là, il donc, avait arbitré, oui. Donc c'est vrai que on pouvait avoir des doutes, etc. Après, c'est vrai que le problème de cette CAN, il y a toujours eu depuis plusieurs matchs la suspicion de l'arbitrage en faveur du Maroc, etc. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment du bullshit ou est-ce que vous pensez qu'il y a une part de vrai? Moi personnellement, j'ai pas eu cette impression. Il y a eu déjà, c'était en quart de finale contre le Cameroun où ça avait quand même crié au scandale contre l'arbitrage, contre l'avantage par rapport au Maroc, etc. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y avait quelque chose ou non, c'est complètement faux? C'est exactement pour ça que les joueurs ont quitté le terrain. Parce qu'eux-mêmes savent, c'est les principaux acteurs et ils le voient très bien. Et comme c'est pas la première fois, on en est arrivé là, à une situation quasi inédite. Après, comme tu l'as dit, toi, CC, t'as pas souvenir d'avoir vu ça, des joueurs qui quittent le terrain. Non. Moi non plus. Après, toi, Styro, je pense que toi non plus. Et si on en arrive là, c'est bien qu'il y a une raison. Et la raison, c'est tout vu. C'est tout vu. Après, est-ce qu'on les a pas un peu endoctrinés? Parce que finalement, à chaque match, on disait ouais, mais le Maroc, t'as vu, l'arbitrage, il est pour eux. Tiens, le Maroc, c'est toujours. Est-ce que finalement, dans leur tête, ils se sont pas dit ça? Parce que est-ce qu'on va peut-être revenir quand même sur cet élément? Est-ce que pour vous, il y a pénalty déjà? Est-ce que pour vous, il y a pénalty sur... Parce que tout part de ce fait-là. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a pénalty ou pas pour le Maroc? Moi, je trouve pas que c'est un scandale qu'il y ait pénalty pour le Maroc. Tu peux ne pas le siffler aussi, mais on a connu des pénaltys quand même bien plus honteux que ça dans le passé. Je trouve pas ça honteux. Est-ce que dans le chat, vous trouvez que c'est honteux ou pas? Parce que bon, il faut quand même remettre un peu l'église au centre du village. Est-ce que tout part de là? S'il n'y a pas ce pénalty, le Sénégal sort pas du terrain. Et finalement, s'il n'y a pas un peu toute cette imbroglio 2 mois plus tard, est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Après, pas aussi, péno et le but refusé du Sénégal, honteux. Il y a le contexte aussi du litige d'avant avec le Sénégal qui marque, mais le but est refusé parce qu'il y a une faute au départ. Parce qu'il pousse, c'est ça. Ouais, c'est aussi ça, parce que je pense que si tu as l'obstruction sur Brahim Diaz sans le fait de jeu précédent que je viens de citer, peut-être qu'on n'en arrive pas là aussi. Et c'est l'accumulation. 5 minutes d'écart, c'est l'accumulation et beaucoup de pression aussi, vu que c'est une finale de CAN et que c'est tendu. Je pense aussi que ça a joué. Hein. Toi, t'en penses quoi, Styros? C'est l'accumulation, c'est d'ailleurs le but refusé pour le Sénégal, avec c'est litigieux aussi, hein, potentiellement il pousse, donc il y a moitié faute aussi. C'est vrai que c'est des deux décisions qui sont très borderline et qui vont tous dans le sens du Maroc. Donc on peut comprendre nos amis sénégalais qui se disent putain vas-y on se fait avoir là quand même. Puis il siffle direct, tu vois, excuse-moi. Ouais. Le problème de la CAN, c'est que même au-delà des arbitres, il y a même les histoires des ramasseurs de balles avec les serviettes des gardiens adverses là. Aussi, ouais. Et il y a eu trop de trucs qui ont fait monter tous les joueurs en pression. Ça n'a pas aidé. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que la CAN n'a jamais été aussi attractive avec des joueurs aussi talentueux. Et finalement, on a plus parlé de l'extra sportif que du sportif sur une compétition qui, normalement, la CAN n'a fait que progresser, etc. Moi, je la suis depuis une vingtaine d'années, la CAN. Le niveau n'était pas le même, surtout au niveau de certains postes, hein, surtout dans les gardiens de but. Maintenant, quand on voit les gardiens de but qu'il y a durant la CAN, honnêtement, on a bien vu encore le Maroc extrêmement performant, le Nigeria, le Cameroun. Il y a vraiment beaucoup de clubs de pays extrêmement performants. Et c'est vrai que c'est dommage, on ne retient presque que tout ce qui s'est passé en dehors du terrain.
entre l'arbitrage, la corruption potentielle, ces serviettes avec les ramasseurs, le gardien de but, etc. C'est vrai qu'on va retenir presque ça et c'est presque un peu triste, non? Bah, c'est triste, mais après, ça colle à la peau du Maroc aussi. Le Maroc, ils en ont deux, et les deux CAN qu'ils ont, il y a deux litiges. En 78, face à la Guinée, pareil, il y a exactement la même histoire, si je dis pas de bêtises, où les joueurs sortent du terrain. Le Maroc avait juste besoin d'un nul pour gagner la CAN, et bah, il y a eu nul. Alors que bah, le match aurait dû normalement être annulé, et en fait, ils en prennent deux, et deux fois, c'est sans réellement gagner, en fait. Du coup, en fait, les faits, ils sont devant nos yeux, quoi. Est-ce que pour vous, le tribunal administratif du sport va revenir sur la décision de la CAF et va donner la victoire finale au Sénégal ou pas? Non. C'est- non. Je pense pas, moi, perso. Je pense pas non plus. Non, vous pensez qu'ils vont pas revenir? Ah, je sais pas, moi je me dis quand même que c'est trop gros. C'est trop gros pour que ça reste comme ça. C'est-à-dire que l'équipe qui a gagné sur le terrain va perdre comme ça. Je me dis, moi j'ai espoir que le tribunal revienne en arrière. Je pense que nos amis marocains seront peut-être tristes, mais je me dis que en soi, bah, s'ils avaient dû la gagner sur le terrain, ils l'auraient gagné parce que bon, avec le penalty, tu as cette occasion. Brahim Diaz, on va pas revenir avec son penalty, sa Panenka complètement raté, etc. Mais tu aurais presque pu la gagner sur le terrain aussi. Hein. Tu avais toutes les cartes en main, etc. Tu l'as pas perdu parce que le Sénégal t'a volé la rencontre, etc. Donc, sportivement, j'aimerais que ça revienne au Sénégal, personnellement. Ça serait le bordel, vous pensez, dans le chat? Les paris, ouais, les paris ils ont été payés hein, par Betclic, mais pas par Winamax. Hein. Je crois qu'il y en a qui Ouais, c'est sont ça. plus heureux que d'autres. Il y en a qui ont été heureux, ils auront récupéré un peu d'argent, qui n'avaient pas, qui pensent avoir perdu. Bon, bah, GG à Ils vous ont les payé gars. les deux. Ils ont payé le Maroc et ceux qui Ils ont ont payé fait sport Maroc et Sénégal, exactement, tout à fait, tout à fait. Betclic a payé les deux, Winamax, il passe sous un tunnel zéro. si vous voulez chercher. Du coup, Maroc, non. Voilà. Ils vont donner la canne aux deux. Tu comptes parler de Félix? Alors, on pourra en parler en fin de live. Hein, Félix Lebrun qui a remporté un WTT, ce qui est une énorme performance. Là, on va continuer un petit peu sur le foot parce que, bon, évidemment, cette semaine, il y a eu la Ligue des Champions. Avec ce huitième de finale de Ligue des Champions, je vous ai fait le petit tableau de ce que ça donne. Une seule remontada, celle du Sporting Portugal qui a mis une branlée à Bodø Glimt. T'as aimé, Axo, ces matchs? Ouais, il y a eu du beau match. Après, il y a eu, bah après, oui, il y a eu la remontada du coup du Sporting. Personnellement, moi, à Bodo, bon, c'est la fin de la belle histoire, la belle aventure, mais j'étais convaincu que le Sporting allait enterrer les derniers espoirs, les derniers rêves de Bodo Glimt. Mais non, il y a eu des beaux matchs. Après, côté français, bah, c'est cool pour le Paris Saint-Germain, qui, encore une fois, après, je sais que je suis dur, mais Chelsea a facilité le boulot. Moi, je trouve Ouais, le Chelsea, match a c'est pas été. du grand Chelsea. Il y en a qui avaient un C'est peu pas du peur grand dans mon Chelsea. chat. Il y en a qui avaient un peu peur de Chelsea. Bon, c'est pas le Chelsea de la finale du Coupe du Monde des clubs. Voilà. Pour Non, ceux rien qui à avaient un voir. Et peu peur. puis, ouais, Paris avait à cœur aussi de prendre sa revanche, même si c'est une autre compétition, si c'est pas la même période. Mais non, Chelsea a facilité le boulot. Après, on a eu un Liverpool un peu qui est en première mi-temps. Bon, enfin, Mohamed Salah, pas forcément dedans, de toute façon, à l'image un peu de sa saison. Et derrière, bon, bah, Galatasaray a complètement craqué. Ils étaient vraiment méconnaissables. Ils marchaient limite sur le terrain. C'était faible. Du coup, victoire facile. Il y a eu de beaux matchs. Non, il y a eu des buts surtout avec le Bayern qui en colle 10 sur les deux rencontres. Il y a eu Tottenham qui sort malgré tout la tête entre guillemets haute. Parce qu'ils perdent pas, ils gagnent. Donc bon, c'est mieux que rien déjà. Non, il y a eu des beaux matchs. Non, franchement, des buts, ça fait plaisir. Et toi, Styros, t'as kiffé ces huitièmes de finale? Est-ce que t'as regardé quoi comme match? T'en as regardé plusieurs ou il y en a un en particulier que t'as plus regardé que les autres? Moi, j'ai essayé d'un peu tout regarder. Forcément, il y en a que je crois celui où j'ai vraiment pas été hype, j'ai pas du tout regardé, c'est Arsenal Leverkusen. Comme Sinon, beaucoup de pour le monde. reste, j'ai un peu tout regardé. D'accord. Et il y a un match que t'as surkiffé? Est-ce que le petit Barça là qui arrive à en claquer 7 en un seul match, ça t'a impressionné ou non, tu t'attendais à ce type de performance? J'ai bien kiffé le retour du Barça Newcastle. Bon, c'était pas un horaire très sexy pour ce match-là, mais
Je pensais pas que le Barça allait autant dérouler, surtout en deuxième mi-temps contre Newcastle, parce que bah, sur le match aller et sur la première mi-temps, bah, ils tenaient assez bien les Anglais quand même. Ah, c'était impressionnant hein, de voir à quel point ils se sont écroulés en l'espace de 20 minutes. Ils en ont pris 4. Est-ce que tu t'attendais presque à plus de buts? Est-ce que tu t'attendais presque à la décima, à 10? Parce que bon, quand on est déjà à 7 buts à la 70e, moi personnellement, je pensais que ça allait même aller encore plus loin. Je me suis dit, bah, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Et finalement, bah, ça s'est arrêté à la 70e. Je me suis dit, les pauvres de Newcastle, ils vont battre un record. Je sais pas quel est le plus grand nombre de buts encaissés en un seul match à partir des phases à élimination directe comme ça. Mais je pense que déjà 7, on est très haut. S'il y en a qui ont le score dans le chat, c'est quand même assez impressionnant. 7 buts sur un seul match, c'est énorme quand même. C'est peut-être le Bayern contre le Barça, non? Bah, il aura Peut-être, que le 8. 7-0, phase Ouais, finale. c'était 7, hein, je crois. 7-7, c'était Ah, le mais il y avait record sûrement contre Marseille. période Oh, Covid, calme-toi. là. Période Covid, il y avait eu le 8-2, mais c'était en match simple. Ouais, c'était un match simple, ouais. Donc, 8, est-ce que c'est 8? Je ne sais pas. Ouais, après, bon, ça compte. Hein. Lyon 10, Monaco, AS Roma à l'époque. Ouais, je sais pas, c'est plus de 10, j'ai pas mémoire les gars, mais c'est possible qu'il y ait eu plus de 10 comme ça sur un match. Là, je vous ai mis quand même les quarts de finale. Est-ce que pour vous, déjà Arsenal Sporting, c'est écrit, Arsenal c'est déjà en demi, on peut se serrer la main, et non, ou le Sporting peut faire un truc exceptionnel? Après, sur 2 matchs, ça peut aller vite, mais Arsenal, comme d'habitude, ils ont un peu cette étiquette de cette équipe qui va choke et tout perdre, mais ça se passe plutôt bien. Ils sont sur 4 tableaux. En championnat, ils ont 9 points d'avance. Ils ont une finale de Carabao Cup. Ils sont en Coupe de la Ligue. Ils sont en Ligue des Champions. Sur les 9 derniers matchs, dans les 10 derniers matchs, ils ont gagné 9 matchs. Il y a juste eu le nul à l'aller contre Leverkusen. Tout roule, hein. Tout roule. Après, en plus, au niveau du tableau, bon, bah, c'est l'équipe supposée la plus faible, même si ça reste un quart de finaliste. Ça devrait le faire, moi, je pense. Est-ce que Paris va retaper Liverpool, Styros? Moi, je pense qu'ils vont passer Liverpool. J'ai un peu plus de doutes si jamais ils tombent sur un Bayern, parce que le Bayern, il est terrifiant, il me fait flipper ce Bayern. Ouais, on est Le Bayern de d'accord. compagnie, il fait trop peur. Je pense qu'ils vont écraser le Real en vrai. Mais je pense que Liverpool pour Paris, ça va le faire. C'est pas le grand Liverpool de Klopp d'il y a quelques années. C'est sûr. Ah, il y a des joueurs talentueux, hein. On voit l'émergence d'un vrai Szoboszlai hein, qui est devenu un peu en Ouais, taille patron. c'est ça. On s'attendait pas forcément à un niveau comme ça, même si bon, on avait vu, hein, même quand il était en bout de d'os, etc. C'était un très bon joueur. Bon, est-ce que c'est pas lui maintenant même le meilleur tireur de coups francs au monde? Faudra se poser peut-être la question. Est-ce que le Real, Axo, a une chance de tenir contre le Bayern ou t'es comme Styros, pour toi, ils vont se prendre une branlée? Alors, si on prend un contexte hors Ligue des Champions, là, on est tous d'accord pour dire que le Bayern, pardon, c'est un rouleau compresseur. Ils ont une bonne rotation en plus. Ok. Mais là, on est en Ligue des Champions. Et vous le savez tous que c'est la compétition du Real. Donc attention. On enterrait déjà le Real pour le match contre City. Et ils ont gagné les 2 matchs, phase aller, phase retour. Attention au Real. Attention au Attention. Real. Est-ce que Ouais. ton avis impopulaire, c'est que le Real bat le Bayern ou non, quand même, tu vas pas aussi loin? Non, j'irai peut-être pas aussi loin parce que moi, j'ai dit depuis des semaines que le Bayern ira au bout. Dans le Du coup, chat, ils c'est un sont. match. Hein, le, Ah, le Real gagnera contre le Bayern. C'est un avis impopulaire, on va pas se mentir. Hein. Là, si on devait miser tout de suite, hein, ça serait Arsenal, Barça, Paris et le Bayern qui se qualifieraient. Avec évidemment, quand même, je pense, le Courtois match le absent en presque plus plus. simple. Ouais, c'est bon. Et À voir Courtois, un peu ce que ça donne. Dans le chat, ils mettent quoi? Courtois pas là, c'est vrai que, bah, comme dit Axo, Courtois pas là. Ça, c'est un vrai préjudice. Est-ce que sans Courtois, Oh oui. la messe est dite? C'est vrai que c'est encore plus dur sur un match, surtout à confrontation, aller direct comme ça. Ça serait une finale, ça serait différent. Je pense que tout pourrait se passer, etc. Moi, j'ai dit le Real depuis le début qu'ils allaient surprendre les gens, donc je vais garder quand même évidemment le Real. Hein, je vais pas changer d'idée. Moi, Paris contre Liverpool, je pense que ce sera beaucoup plus serré qu'on pense.
parce que Liverpool a un jeu qui peut vraiment faire chier le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas beaucoup d'équipes comme ça, parce que Liverpool est très pragmatique dans son jeu. C'est un peu comme Arsenal, c'est-à-dire que ils vont être capables de faire chier Paris. Chelsea, ils ont voulu jouer. Jouer contre le Paris Saint-Germain, c'est la pire idée. C'est-à-dire que si tu joues trop bas, bah, tu vas te faire poutrer parce qu'ils ont des joueurs pour trouver la dernière passe comme des Vitinha. Si tu joues trop haut, bah, tu vas te faire poutrer, etc. Et donc, il faut être tout le temps, être en capacité de mettre un contre-pressing et d'adapter un peu ta ligne, tes lignes défensives et de milieu de terrain. Et le problème, c'est ce que n'a pas été capable de faire Chelsea. Il y a tellement de joueurs qui ont marché du côté de Chelsea face au Paris Saint-Germain, tu peux pas gagner ce type de match avec une intensité aussi faible. Chelsea, Liverpool, je pense, a cette capacité à mettre de l'intensité dans le match et à faire douter Paris comme ça. Il y a que des équipes à une haute intensité qui peuvent faire chier le Paris Saint-Germain, à mes yeux. Si tu joues pas à haute intensité et que t'es pas capable de courir plus que le Paris Saint-Germain sur le terrain, tu peux déjà oublier, tu vas te faire poutrer. Voilà, pour moi, Paris sont injouables quand ils ont le ballon ou quand ils ont pas le ballon, ils sont trop forts. Pour moi, tu dois être meilleur que eux, presque physiquement, pour avoir une chance de les taper. C'est vrai. Après, ça va dépendre aussi des blessures, ça va dépendre. Bon, Barcola. Bah, il y a est Barcola out. déjà, un mois là, c'est ça, Ouais, c'est un mois dur, pour hein. Barcola. Au Ça, moment c'est où vrai en que plus il est en plein boom, où il marque 2 buts sur la double confrontation, il n'avait pas marqué depuis 1 an en LDC, on a trop besoin de lui parce que là il est en confiance. Bon, on a un Kvara qui est monstrueux, mais moi je le trouve plus monstrueux, soit quand quand il il rentre. débute ou quand il rentre, tu vois, il est monstrueux, ou alors quand il débute, mais vers la 60e, 70e, il s'éteint, étant donné les efforts qu'il fait, il est monstrueux. Ça va aussi dépendre de ça, mais côté Liverpool, le joueur phare, ça là, il est moins dedans aussi, donc ça c'est un élément à prendre en compte. Il y a Ah, il est Ekitike moins bien, aussi. Salah, depuis un petit bout de temps. C'est plus Ouais, le ça fait Salah un qu'on a connu à moment. une époque. Non, non, non. Et puis il y a Ekitike qui retrouve le PSG. Et on le sait que souvent les anciens Parisiens, attention, ça peut, encore une fois, la Shkoumoun et peut Surtout marquer, on ne sait qu'Ekitike, tout pas. le monde l'avait enterré, et honnêtement, bah, il est bon, Non, il Ekitike. est Il n'y bon, a, bien sûr qu'il est y a bon. rien à dire. Il est bon. Il aurait même pu faire du bien au Paris Saint-Germain C'est qu'il est arrivé s'il sous était resté. pression. Et sous Il arrive pression, sous sous l'air pression. Mbappé quand même aussi, on va pas se mentir. Oui. La place était quand même plus que prise. C'était pas forcément évident pour le pauvre Ekitike qui venait juste de signer de Reims. Bon, c'était un peu compliqué pour lui, quoi. Szoboszlai, l'homme en forme de Liverpool cette saison. Ah oui, impressionnant. Non, mais les Szoboszlai, les gars, il n'y a rien à dire. Impressionnant. C'est impressionnant que ce soit dans tous les domaines. Il est juste incroyable. Est-ce que si vous aviez un avis impopulaire là sur ces quarts de finale de Ligue des Champions, ça serait lequel, Styros? Moi, la vie impopulaire, et c'est même au-delà des quarts de finale, j'ai envie de dire que l'Atlético va gagner la LDC. Ouh là Ouais, là, c'est j'aime, vraiment- j'aime, Ah, j'aime quand c'était ça porte très ses couilles comme ça. impopulaire. Ah oui, là, très c'est très impopulaire, mais- impopulaire, mais j'adore. mais- J'adore, Mais, j'adore. mais je trouve que cette année, alors ils sont un peu irréguliers, ils peuvent taper le Barça et en Liga après s'en prendre 4 contre le 17e. Mais je trouve que dans les gros rendez-vous, on a moins l'image de l'Atlético défensif qui joue le 0-0 C'est qu'il vrai, y a c'est un peu quelques moins. années avec Alvarez et tout. Et moi, ça me ferait vachement plaisir, c'est pour Griezmann aussi. J'adore ce joueur. Il a pas gagné de Liga, il a pas gagné de Ligue des Champions. Juste avant de partir, j'aimerais bien qu'il la chope, quoi. Ah, Ouais, ça serait l'histoire génial. serait belle. Alors, déjà, s'ils arrivent à taper le Barça, ils l'ont fait en coupe, hein, même si, bon, match retour, ça a failli mal se passer. Ils avaient gagné 4-0 à l'aller, ils ont perdu 3-0 au retour. Mais bon, ils sont qualifiés, hein, donc rien n'est impossible. Hein, et c'est pas si il y a longtemps, hein, c'était il y a 2 semaines, donc tout est possible. Ok, j'aime bien cet avis impopulaire. Toi, Axo, c'est quoi ton avis impopulaire? Pareil, quart de finale ou plus loin dans la compétition? Il va C'est nous pas dire Paris impopulaire de dire back-to-back, que- je le sens. Je sens qu'il va nous dire Paris back-to-back. Non, parce que c'est pas si impopulaire que ça. C'est comme si je te dis le Bayern va au bout, parce que le Bayern, bon nombre d'entre nous le savent, c'est monstrueux. Mais ouais, en vrai, l'Atlético, après, c'est pas un avis, c'est surtout peut-être un souhait. Ça serait que l'Atlético, oui, pour Antoine, en plus, il peut en prendre 2, hein, trophée. Bon, après, la LDC, ça va être dur, mais là, il y a la coupe du Roi. C'est la Coupe du Roi, il me semble, la Ouais. finale contre Mm. Sociedad. Donc, en plus, contre son ancien club, ça serait. Non, mais l'Atlético, ouais, qui sort le Barça. Et un scénario un petit peu similaire, peut-être, avec un match. Après, l'aller, il est où? Il est à Madrid ou à Barcelone? Il est au Barça, je Normalement. crois. Ouais. Barça, ouais. Ouais. Ok. Donc,
Après, ça fait sens inverse, du coup. Non, mais des buts et l'Atlético qui passe, ouais. L'Atlético qui L'Atlético qui passe. passe, C'est ok. plus un souhait, mais c'est un avis un populaire. Je pense que pour Merci beaucoup, Gary. c'est le Barça. Dans le chat, ce qui m'aide, c'est que le Sporting se qualifie, et pire que ça, va au bout de la Ligue des Champions. Les gars, faut aller miser tout de suite. Alors, je suis contre les paris J'ai un sportifs, abonné mais les gars, qui faut a aller misé sur miser, ça. hein, je vous le dis d'avance, hein, parce que si le Sporting gagne, vous allez pouvoir vous acheter une maison quand même, hein, parce que même s'ils sont déjà en quart de finale, je pense que la cote, c'est vraiment 250, la... c'était dès le début de la compétition. 250, Ouais. je crois. Ouais, c'est... bah, les gars, 250, t'as mis 100 balles, c'est bon, hein, t'as un petit pécule pour un petit bout de temps. Bon, je suis contre les paris sportifs, hein, c'est pour ça que vous voyez pas de Winamax, de trucs. C'est en train de ronger toute une génération. Parce que c'est un peu les seuls trucs qui sponsorisent des émissions de sport comme ça, mais je veux pas. Pour ceux qui le savent pas, je pense que les paris sportifs sont un peu néfastes, mais bon, voilà, pour rigoler, on va dire que c'est ça. Moi, mon avis impopulaire, que comme je vous ai dit, hein, moi je vois le Real aller au bout. Je vous dis le Real au moins en finale. Je pense que malgré ce Bayern extrêmement performant, je pense que il y a des joueurs au Real Madrid. L'affaire Prestiani là, de racisme, j'ai l'impression que ça a soudé tous les joueurs du Real, et j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Tous les matchs depuis, on sent que les joueurs se battent les uns pour les autres, ce qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps. J'ai l'impression que cette affaire-là qu'il y a eu contre le Benfica a ressoudé les joueurs, et j'ai l'impression de voir un nouveau Real. Même si bon, il n'y a pas certains galactiques qui sont pas là, hein. On voit bien certaines absences, etc., qui ont été très bien comblées. Mais je trouve que le Real est mieux et s'articule mieux. Même un Chouameni qu'on pensait un petit peu, j'allais dire Ouais, has-been, un c'est bon méchant. match, hein. Il est en train de bien revenir, et il y a plein de joueurs, hein. Valverde qui est de nouveau au milieu de terrain, qui a plus d'espace. Derrière Trent Arnold qui est bien revenu à droite, qui fait du bien parce que Valverde n'a pas besoin de faire de revenir en latéral droit, qui est quand même pas son poste de prédilection. Je trouve qu'on est mieux, les gars. Ils jouent ensemble depuis que Mbappé ne joue plus. Message de Bruce Granek. Alors peut-être aussi, peut-être que c'est depuis l'absence de Mbappé. Après, il vaut mieux quand même avoir un Mbappé dans son équipe quand t'es en quart de finale de Ligue des Champions ou en demi-finale que de pas l'avoir. Peut-être que sur un championnat, vous avez peut-être raison. Sur une compétition, vous inquiétez pas, ça sera comme pour la Coupe du Monde avec la France. Vaut mieux avoir un Mbappé dans son équipe que de pas l'avoir ou de l'avoir dans l'équipe adverse. Peut-être que sur un championnat, peut-être que vous avez raison et que Mbappé est un fouteur de merde, je sais pas, je le connais pas au quotidien, etc. Et que peut-être qu'au quotidien, bah, c'est un casse-couille fini et qui fait plus chier dans un vestiaire qu'autre chose. Mais sur une compétition où ça se joue en vraiment sur quelques matchs, vaut mieux avoir Mbappé dans son équipe que de l'avoir contre soi quand même, hein. Toi, après avoir perdu une finale, en plus. Ils ont Il pas de la veut collectif et absolument. défense compliquée. Ouais, ça pourrait, hein. Bon, maintenant, Ami Lyonnais, c'est le moment de partir, les gars, parce que là, vous allez avoir les oreilles qui saignent, je vous le dis d'avance. Lyon qui se fait sortir en quart de finale face au Celta Vigo, face à l'énorme Celta Vigo, que dis-je, au monstre Celta Vigo. Se passe pas bien. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que t'en as pensé, Styros? Est-ce que, bon, déjà 2 clubs français éliminés, hein, parce que bon, après Lille, on pouvait s'attendre quand même contre Aston Villa. T'en as pensé quoi, la double élimination, surtout Lyon qui avait quand même un beau tableau, hein, on va pas se mentir. Ah, mais Lyon, avec la partie de tableau, je crois que j'ai jamais vu une partie de tableau d'Europa League aussi faible en vrai. Bon, après, il n'y a Je suis plus les d'accord. reversés de Ligue des Champions maintenant, donc ça aide aussi, mais c'est une catastrophe. Surtout que le Celta, je les ai pas trouvés si bons que ça. Au final, même à l'aller, Surtout à l'aller, ils ont été mauvais, hein, Ouais. même, hein, on peut dire les termes, hein, ils ont été mauvais à l'aller, hein. Euh, On va pas se mentir, il y a ce fait, hein, ce carton rouge, hein, c'est Niakate, hein, qui prend ce carton rouge très tôt dans le match, qui change bah, complètement la physionomie du match, quoi. Bah, ouais. Après, il y aurait peut-être dû en avoir un dès la première minute aussi sur Tagliafico, donc en fait, leur début de match, Lyon, ils se sont mis dans la difficulté tout seuls, j'ai trouvé. Et ils forçaient en jouant propre de l'arrière, sauf qu'avec le pressing du Celta, ils se sont fait prendre complètement à revers et ça les a détruits. Et pourquoi avoir joué à 5 défenseurs encore? Pourquoi ce 5-3-2? Pourquoi il veut jouer Fonseca avec ce 5-3-2? Est-ce que un 4-3-3 avec le retour de certains joueurs à Lyon, certes qui avaient peut-être pas du temps de jeu, peut-être pas les jambes non plus, etc. Est-ce que de revenir sur un 4-3-3, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Lyon joue à 5 def, c'est nul à chier. C'est un peu comme Marseille, hein, on va pas se mentir. T'en as pensé quoi, Axo, toi, du match? Euh, C'est décevant, surtout quand tu termines premier de poule, quoi. Tout allait bien, et c'est vrai que depuis plusieurs semaines, là, Lyon, c'est un peu plus compliqué.
que ça soit en championnat, même en élimination en Coupe de France. Là, tu perds contre, je crois que Celta Vigo, ils ont fini 15e de la poule. Mais il faut pas oublier d'où vient Lyon. C'est Fait vrai, c'est vrai, c'est vrai. descendre. Et en Oui. fait, moi, je suis peut-être suffisant, parce que je le suis en général, mais par rapport à Lyon, je le suis parce que faut pas oublier d'où ils reviennent, quoi. Et encore une fois, c'est frustrant par rapport aux poules. C'est vrai que le Celta Vigo, c'était un peu faiblard, mais je pense que dans tous les cas, si on doit faire un bilan, bon, après, il faut bien finir le championnat, parce qu'il y a une 4e place à aller chercher. Je trouve que Lyon fait quand même une bonne saison. Juste ces derniers matchs, c'est regrettable, avec du coup des résultats décevants. Et ouais, là, c'est quand même bien dommage. Il y avait une partie de tableau intéressante en plus, avec quelque chose à faire. Mais il faut pas oublier ce que Lyon aurait pu subir, quoi. Ok. Styros, je vais vous mettre, parce que là, le problème, c'est que j'ai oublié de. Je pensais que je l'avais fait. J'ai pas le. Je vais vous mettre les résultats hein, global. Hop, bougez pas. Je vous mets ça, excusez-moi. Je pensais l'avoir pris, et non, je n'ai pas les résultats. Hop. Je vous les mets à l'écran pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà les résultats hein, de huitième de finale. Hop, je vous les mets en gros. Donc avec Nottingham qui se qualifie, le Celta Vigo qui se qualifie, Fribourg qui se qualifie, Bologne qui se qualifie, hein, qui tape la AS Roma, ça aussi il faudra qu'on en parle. Aston Villa qui se qualifie, Porto qui se qualifie et le Real Betis qui se qualifie. Pour vous, c'est quoi la surprise en dehors de Lyon? Styros, t'en penses quoi? Toi, c'est quoi la Bologne. grosse? Ouais, Bologne qui va taper la AS Roma, surtout dans un match entre séries, on va dire. C'était un Ça match ça de t'a dingue. surpris de voir le score ou pas? Bah ouais, surtout que la Serie A, bon, ils ont un peu l'image du championnat assez fermé, il n'y a pas beaucoup de buts, donc non, j'étais assez surpris. Bologne, franchement, beau niveau, hein. Ça va être dur de les sortir, hein. Est-ce que maintenant c'est Bologne favori? Après, est-ce que c'est pas Porto surtout hein Porto Porto, qui ouais. est un Hmm. habitué des joutes européennes. En général, ils sont quand même dans la plus grande des compétitions. Là, ils sont que, entre guillemets, en Europa League. Est-ce que bah, tout c'est pas ouvert pour Porto hein? Est-ce que c'est pas open bar pour Porto? Même si eux, ils sont dans la mauvaise partie, hein, parce que là, ils vont quand même se taper Nottingham Forest, qui n'est pas non plus des peintres. Et ensuite, potentiellement, Bologne et l'Aston Villa. Finalement, c'est presque le Betis qui s'est ouvert de l'autre côté avec bah, le Celta Vigo. Ils se sont un peu ouvert le chemin pour aller le plus loin possible. Pour vous, c'est qui le grand favori là maintenant de cette Europa League, Axo? Porto, ils sont bien en championnat. Ça joue vraiment bien en plus, hein. Ça joue, hein. Porto. Pour moi, Porto, en plus Nottingham s'est fait peur quand même à l'aller contre Midtjylland. Ils ont certes la partie la plus dure du tableau, mais non, moi franchement, Porto, je suis confiant et ça serait génial de voir Thiago Silva ressoulever un trophée européen. Ce serait magnifique. Toi, Styros, ton favori là pour cette Europa League? Bah, je pense Porto aussi pour le côté droit, mais le fait que le Betis a un côté assez prenable, je vois pas trop comment ils vont réussir à pas aller en finale et bah, sur un match, ils peuvent totalement le faire. Et en plus, là, ils restent sur la finale perdue l'année dernière en Conference League, donc ils auront peut-être un peu de revanche à prendre. Donc, je vois bien le Betis. Ok. Dans le chat, ça voit Aston Villa. Après, Aston Villa qui a fait un match sérieux. Hein, Ouais, c'est match fort aller, ça. match retour contre le LASK. Ils ont fait un match sérieux. Pas un match flamboyant. Mais double victoire pour nos amis d'Aston Villa. C'est solide aussi en championnat, Aston Villa. Donc, ouais, ok. Moi aussi, hein, moi je suis plus team Porto. Hein, je vois bien Porto. Et si je devais en mettre un deuxième, Aston Villa, je suis d'accord avec le chat. Au niveau impopulaire, honnêtement, à part Braga qui va en finale. Ça serait mon avis impopulaire parce que je pense que vraiment ce type de compétition pour Braga, ça peut juste être parfait. Après, est-ce que vous avez un avis comme ça Ouais, impopulaire? Vigo sort en quart contre Fribourg, Ah ouais? pour moi. Ouais, ouais. Franchement, Lyon a raté ses matchs. Euh, Vigo, c'est pas faramineux. Pour moi, Fribourg va sortir. Vigo va se faire sortir par Fribourg. D'accord, ok. Vous sous-estimez Bologne. Bah, Bologne, après cette grosse victoire face à l'AS Roma, c'est vrai que
ils se sont quand même bien ouverts le chemin de faire une énorme performance. Honnêtement, c'est quand même la performance. Hein. Moi, je pensais pas que Lyon serait capable de se faire sortir par le Celta Vigo. Pour avoir vu quelques matchs du Celta, j'étais pas confiant sur leur niveau. Le match aller m'avait quand même donné beaucoup d'espoir pour vous à Millionnet. Là, c'est vrai que bah ouais, c'est tout s'est mal goupillé pour vous. Et on va pas se mentir, là, ça fait combien de défaites pour Lyon ou de 100 victoires? Ça doit faire quoi? Au moins 7-8 Depuis matchs que vous n'avez pas Strasbourg. gagné? Ça fait Ça depuis commence. Strasbourg. Ça fait un 7-8 matchs, je crois, ouais. Un Ça truc fait comme beaucoup, ça. hein, On a pour... perdu Est-ce contre que vous pensez Lens. Beaucoup. que Lyon peut se remettre, Syros? Ou est-ce que là, ça y est, c'est la pente infernale et Lyon va vraiment dégringoler, même en Ligue 1? Bah, le match ce week-end va être giga important. Il joue Monaco, si je dis pas de conneries. Ils sont Tout forts. à fait, il joue Monaco à domicile. Ça sera dimanche, donc, ça va être dimanche 15h, je crois. Et c'est vrai Ou que samedi Monaco, 15h. Non, depuis, dimanche 15h. depuis un mois et demi, ils sont revenus à un niveau. Ouais. Je pense, si ce week-end Lyon perd contre Monaco, avec les autres qui reviennent en Ligue 1 derrière, attention à ce que la fin de saison, ça dégringole pas, quoi. C'est vrai qu'on a quand même suivi un Lyon avec 13 matchs sans défaite ou 13 victoires. 13 victoires, ouais, de suite. Exceptionnel, etc. Et là, c'est fou. Hein. Les deux Olympiques cette année, c'est vraiment les mains dans la main. C'est-à-dire que ça peut gagner, mais ça peut perdre. Tout le monde pense qu'ils sont incroyables et finalement ça s'écroule. Vraiment, les deux Olympiques cette année, ils peuvent se serrer la main parce que vraiment, c'est compliqué. Bon, Lyon part de plus loin, on va pas se mentir. Hein. On pensait que même qu'ils pourraient déposer le bilan cet été. Donc, bah, tant mieux pour eux. Ils ont réussi à se relancer, à faire un bon début de saison. À même être très bon. Espérons pour eux qu'ils ne perdent pas tout dans les derniers instants du championnat. Ça serait quand même un petit peu catastrophique, quoi. C'est des contre-performances, ça arrive. Là, pour moi, c'est pire qu'une contre-performance pour Lyon parce que c'est l'enchaînement de défaites. C'est-à-dire que si tu arrives à gagner un ou deux matchs par-ci par-là, même si tu as perdu, je sais pas, 6 matchs, mais tu as fait deux victoires, 2 nuls, 6 défaites, bon, tu as réussi quand même. Là, la spirale, elle est extrêmement négative pour nos amis lyonnais. Et on a l'impression qu'on ne sait pas quand c'est qu'elle va s'arrêter. Et j'ai peur qu'elle ne s'arrête pas face à Monaco. Et j'ai peur que ça continue, que ça fasse nul ou défaite face à Monaco, les gars. C'est un match capital en plus, le match contre Monaco. Mais tu vois, moi, après, encore une fois, je suis suffisant, mais tu vois, la défaite, la première défaite là, de cette mauvaise série, c'était contre un bon Strasbourg. Ils n'avaient pas été mauvais. Après, il y a eu la défaite à l'Olympico. Bon, c'était un beau match, hein. Il y a eu 3-2. Lyon n'avait pas été mauvais non plus. Il y a eu la défaite en Coupe de France. C'était un match qui s'est joué à la pièce au pénalty. En plus, Lyon a bien remonté. Mais c'est vrai que là, depuis 2-3 matchs, c'est compliqué. Un Hendrick un petit peu trop individualiste. Il veut tirer, Euh, Hendrick. Hendrick, il a un problème, il a le ballon, il veut tirer. c'est ça, en plus, l'équipe Faut lui donner un qui ballon, tourne. il va tirer. C'est fou qu'un joueur professionnel comme ça, alors peut-être qu'au Real on lui a pas donné assez le ballon pour tirer, mais maintenant qu'il a le droit au ballon, il te lâche Ah, des c'est menaces, terrible, mon hein. pauvre. Ah, c'est Ouais, terrible, ouais. c'est Et puis terrible, c'est en, terrible. en plus, il repart à l'envoyeur quoi, dans quelques mois. Donc ouais, c'est vraiment une mauvaise période pour Lyon. Mais moi, perso, je suis pas non plus. En fait, je pense que le match là, de ce week-end va être déterminant. Parce qu'en plus, c'est un duel. Bah, ils sont combien à Monaco? C'est 3 4e, quelque chose comme ça. Ah ben ils sont quatrième ou cinquième, juste Ouais, ouais, ils sont, enfin, au même ils sont niveau. prêts, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce match va être déterminant. Après, Monaco est bien mieux, par contre, hein. Là, Depuis le la classement victoire de à la Ligue 1, Lens. ça fait Paris 57, Lens 56, Marseille 49, Lyon 47, Monaco 43, Lille 44 et Monaco 43. Donc en cas de défaite face à Monaco, bah, Monaco reviendrait à un point de Lyon. Et Voilà, encore, pour Lyon a une marge de manœuvre, hein. à Ils une peuvent petite se marge, mais un peu comme permettre. contre Marseille, mais finalement Marseille a réussi à leur repasser devant sans un Mm. énorme Olympique de Marseille. C'est-à-dire que potentiellement cet Olympico, ça mettait Marseille à 8 points et Lyon extrêmement bien. Et Ouais. finalement, bah là on se retrouve avec Marseille qui a 2 points d'avance sur nos amis de Lyon. Et en plus maintenant, bah, ça peut faire un peu la même chose contre Monaco. C'est-à-dire que si Lyon bat Monaco, oui, bah voilà, ils mettent Monaco à 7 points et ils s'assurent presque l'Europe. Et si à contrario ils perdent, bah là ça pourrait les ramener Monaco à un point et là ça serait problématique. Mm. Oublie pas Rennes. Rennes est un match est à égalité avec Monaco qui sont 7e. Voilà, ils ont tous les deux Pas trop 43 mal. points. Ça se joue à la différence de but. On va finir évidemment par la Conference League avec nos amis de Strasbourg qui se sont fait peur. Est-ce que tu pensais que Strasbourg, Styros, allait se faire peur face au Rijeka? Non, je pensais que retour à domicile en plus, ils avaient réussi à gagner l'aller.
Je pensais que ça allait dérouler. Après, Strasbourg, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de jeunes. Il n'y a pas d'expérience en Coupe d'Europe. Bon, Rijeka, pas trop non plus, mais je pense que ça peut leur poser quelques petits problèmes pour la suite. Ils vont jouer Mayence en quart de finale. Ils vont Mayence, jouer en vrai, Mayence, tout à fait, qui s'est qualifié. faudra pas les sous-estimer, les Allemands. Ça peut être un match assez serré, hein. Ben, et toi, Axel, t'en as pensé quoi du match? Parce que bon, à la 70e, bah, ils sont à égalité. Ils sont à Moi, égalité, donc c'est bizarre. je pense qu'en fait, c'est ce but encaissé à l'aller. Il menait 2-0 et c'est vrai qu'à 2-1, c'est plus la même approche pour le retour. Et effectivement, donc ils prennent ce premier but au bout de 20 minutes, je crois. Et derrière, ils se sont fait peur, hein. Même Rijeka aurait pu mettre doubler la mise. Et après, c'est un peu un exploit. Le but sur la passe D de Nanasi, qui, pour le coup, il joue bien le coup. Derrière, Barco qui marque et c'est suffisant pour l'emporter. Ça aurait été quand même surprenant qu'ils perdent. Et pour moi, par contre, Strasbourg, il y a vraiment un bon groupe. C'est vrai que c'est un groupe jeune, mais il y a quand même un gros groupe avec beaucoup de joueurs de grosse qualité. Et on en reviendra après, mais j'ai un bel avis impopulaire pour le coup. Ah, j'espère, j'adore Ouais. ça. Donc là, prochain tour, ça sera Mayence pour nos amis, hein. Je vous dis quand même les qualifiés, hein. L'AEK Athènes, hein, qui a perdu à domicile. Je vous ai dit que moi c'était mon favori pour cette compétition pour la Conference League. Là, ils ont perdu à domicile. L'AEK, Crystal Palace qui se qualifie dans la difficulté. Mayence qui se qualifie également au retour. Ils avaient fait 0-0 match aller, mais là ils se qualifient. La Fio qui se qualifie, Strasbourg. Le Rayo Vallecano qui s'impose, qui se qualifie mais qui perd à domicile. Donetsk qui se qualifie parce qu'ils avaient fait le travail à l'aller et Alkmaar qui confirme le gros match aller qu'ils avaient fait. Donc pas mal de surprises, hein, quand même dans cette Conference League. Quand on regarde finalement, il y a énormément de clubs qui ont fait le travail à l'aller et finalement qui se sont un peu écroulés au match retour. Alors pour la plupart ça s'est quand même bien passé, ils ont réussi à se qualifier. Mais ils se sont fait peur, hein, un peu comme Strasbourg, en ayant fait ce bon match. Là, comme on voit, hein, quand on voit le Rayo qui arrive en ayant gagné à l'extérieur 3-1 et qui perd à domicile contre Sport. Pareil pour nos amis du Shakhtar Donetsk qui avait gagné à l'extérieur 3-1 et qui finalement se font battre 2-1 à domicile. Il y a eu pas mal comme ça, un peu de surprise, hein. L'AEK Athènes qui perd 2-0 à domicile. C'est vraiment la coupe de tout est possible quand même, la Conférence League. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment tout peut arriver. Franchement, c'est très dur de miser dessus. Ceux qui font des paris sportifs sur la Conférence League, les gars, faut arrêter, les gars, faut arrêter parce que alors si vous pouvez trouver des belles cotes au moins, c'est le seul avantage, c'est que vous pouvez trouver des belles cotes, hein. Est-ce que pour toi, il y a un grandissime favori dans cette compétition, Styros? En vrai, au départ, les deux noms qui ressortent un peu, c'est Crystal Palace et Villafio. Mais aucun des deux donne d'énormes satisfactions, en vrai, hein. La Fio, leur saison, elle est compliquée. Là, ils reviennent un peu mieux depuis janvier. Crystal Palace, ils doivent passer par les prolongues pour éliminer l'Arnaca. Moi, le petit avis impopulaire, c'est qu'aucun des deux sera en finale et je vois bien l'AZ Alkmaar aller au bout. Les AZ Alkmaar qui se qualifient, ils ont été très bons, hein, honnêtement, face au Sparta Prague. Ok, donc pour toi, Styros, ton avis impopulaire, Alkmaar qui va aller remporter cette Conférence League. Et toi, Axo, ton avis impopulaire sur cette compétition? Je vais faire preuve de chauvinisme, mais ça sera Strasbourg. Ah oui, franchement, Strasbourg qui Strasbourg, je suis remporte. séduit, hein. Je Ah, suis t'es séduit, séduit par j'aime Strasbourg. bien. Ben, autant j'aime pas ce délire de multipropriété avec Chelsea, ce nombre incalculable de joueurs, mais il y a des petits profils, moi je kiffe, hein. Enciso, j'aime beaucoup. Barco, j'aime beaucoup. Panicelli, attention. Panicelli, en plus, je crois il appartient qu'à Strasbourg. Et pour moi, cet attaquant, il ira loin. Il ira loin. Il est très intéressant dans le jeu. Euh, En plus, Emega est absent et au final, bon, bah, on s'en rend presque pas compte, quoi. C'est une bonne équipe et moi, je les vois aller au bout. Honnêtement, j'espère. Ça serait beau. Et allez, Strasbourg pour le coup, hein, pour cette conférence.
Ok. Alors moi, je vous ai dit, hein, pour moi, l'avis impopulaire, c'est l'AEK qui va au bout. Même si j'ai été déçu de leur match, j'ai regardé un petit peu les buts, etc. Je connais pas tous les joueurs de l'AEK, donc je sais pas s'ils ont fait beaucoup tourner ou pas. Faudrait que je regarde entre le match aller et le match retour. Mais honnêtement, il y avait beaucoup d'espace un peu partout. Honnêtement, c'était un peu open bar, hein, donc j'ai pas trop regardé les autres matchs. Je sais pas si vous avez regardé d'autres matchs, hein, comme Crystal Palace, etc. Mais c'est vrai que bon, la Conference League, pour pouvoir réussir à miser dessus, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que dans ce week-end sportif, vous allez regarder quelque chose en particulier? On va mettre Styros en gros plan. C'est ton moment, parce qu'on se rapproche de la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous conseiller en termes de à suivre ce week-end? Ah bah demain, grande journée, sans Remo, hein. Et en plus, Axeux, ce que je te conseille, si t'as rien à faire de ton samedi, tu te mets à 10 Ah, heures dans le canapé et la course dure 7 heures. ah, j'adorerais. Moi, j'adorerais, mais je vais travailler. En plus, Bah, je dois tu mets ça finir dans la ça. maison à rénover, tu te mets une petite télé comme ça Bah, on a portable. on a l'électricité, ou pire, je mettrai la radio, mais à la radio, c'est moche, quoi. Non, mais j'adorerais, mais bon, ça va suivre un grand format, ça sera déjà bien, mais c'est vrai que pour le coup, ça me paraît cool, quoi. Vraiment, ça m'a donné envie. Et un avis impopulaire comme ça sur le reste de la saison. C'est-à-dire quelque chose qui va pas se passer maintenant, mais qui va se passer dans la saison. Est-ce que tu as réfléchi à quelque chose qui vraiment, pour toi, dans le futur, pourquoi pas en restant sur le vélo, hein, sur le Tour de France, Ouais. euh, ou sur une autre course, quelque chose qui pour toi, personne ne la voit, mais toi, tu le sens bien. Voilà, comme ça, c'est dur à dire. Mais je dirais, allez, Vingegaard qui gagne pas le Giro, même si c'est le gros favori. Pourquoi pas enfin voir Almeida et un autre leader que Pogacar chez UAE gagner un grand tour. Ok. Ouais, après, là, ce serait la grosse cote, hein, parce que je pense que Vingegaard, je sais pas Ouais. comment il est, mais sur le Ah Giro, bah, à je mon pense qu'elle est avis, il très met des basse, ouais. Bah oui. grandissimes favoris. Euh, Est-ce que Axo, ça s'affiche ou pas? Oui, ça s'affiche, parfait. Toi, mon Axo, est-ce que tu as un avis comme ça sur la fin de l'émission? Quelque chose qui te donne envie de regarder ce week-end? Vas-y, donne-nous envie de regarder un match, un événement sportif. En petite fin de semaine, il y a un petit Real Atlético qui est sympa. Donc on va le regarder. Après, il y a le PSG qui joue contre Nice aussi. Il faut prendre les 3 points. Et si j'ai un avis impopulaire, bah, c'est justement concernant le Real. Étant donné que là, ils nous ont un peu surpris en LDC à battre du coup City, pourquoi pas continuer sur cette lancée et peut-être aller chercher la Liga. Ça va être compliqué, il y a quand même 4 points d'écart avec le Barça, mais ça part de là avec ce match contre l'Atlético. Faut prendre les 3 points, espérer aussi un faux pas du Barça et puis on verra. Ok. J'aime bien. Moi, en termes d'avis à regarder ce week-end, moi, j'ai regardé un peu de tout, hein. J'ai regardé de la NBA, parce que bon, on se rapproche petit à petit des playoffs. La semaine prochaine, on parlera beaucoup plus basket, parce qu'il y aura des joueurs du CSP qui vont nous accompagner, qui viendront donner leur avis sur les playoffs de Betclic Elite, mais également sur les playoffs NBA. Donc moi, je vais regarder pas mal de basket, je vais regarder également du foot, voir à quel point Marseille va se rapprocher de la deuxième place face à Lens. Ça, c'est ma mauvaise foi qui est en train de revenir. Après, en termes de sport, je vais regarder moi aussi, hein, vraiment, Milan-San Remo, c'est l'une de mes courses favorites. Et je vous dis, moi, je pense vraiment que ce sera ni Van Der Poel, ni Pogacar qui va s'imposer, et qu'on va avoir un troisième larron, et ce sera sûrement Jasper Philipsen, ou pourquoi pas un Ghana qui nous surprend à sortir avec des grosses cuisses. Parce que bon, vent de face, à part un gars qui a des cuisses énormes pour être capable de tenir face à un groupe, à part Ghana, j'en connais pas beaucoup qui ont des cuisses comme ça pour tenir. Donc là, comme nous a dit Styros, vent de face, en général, ça va peut-être se finir par un petit sprint, ce qui serait assez rigolo, hein, sur un Milan-San Remo. Vous, dans le chat, vous allez regarder quoi en particulier? Est-ce qu'il y a un sport qu'on n'a pas cité, hein? On aurait pu parler aussi, hein, je vous ai dit, hein, de Félix Lebrun, hein, qui a remporté un WTT après cette victoire en WTT avec son frère Alexis Lebrun. Franchement, il nous régale. En tennis, on aurait pu parler aussi d'Arthur Fils, hein, qui était en train d'être pas mal. Mais vous inquiétez pas, il y a également Fils qui viendra nous parler un peu tennis dans quelques semaines, peut-être même dès la semaine prochaine ou la semaine d'après, juste avant Roland Garros, en fonction de son calendrier. Il viendra nous exposer un peu cette saison, sa saison à lui. Comme ça, on parlera un petit peu tennis, parce que c'est vrai que ça fait déjà 3 émissions, on n'a toujours pas parlé tennis. Il va falloir quand même parler un petit peu des Français, voir ce qu'il est capable de faire. Le retour du top 14 avec Toulouse-Bordeaux, il y a Guillaume qui nous dit. Miami, s'ils arrêtent de pleuvoir depuis le début. Il y a le biathlon. Après, le biathlon, c'est quoi? C'est la dernière course de la saison, là, non? Quasiment, là, on a fini, là. Il reste combien de courses dans le chat de biathlon? Là, on se rapproche petit à petit de la fin.
Oui, Gaël Monfils, il fait bien Roland Garros, les gars, ce sera son dernier, hein, mais vous lui poserez les questions en temps et en heure. Le biathlon est de globes de Lou et de Eric. Ah, c'est fini, ça y est, complètement. Je crois qu'il y avait encore une course ce week-end de biathlon. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une dernière? Ah oui, c'est dimanche la fin, c'est ça, c'est la dernière étape. Ok. Après, c'est pareil, pour le ski, c'est un petit peu la dernière étape. Est-ce que vous avez un petit sport comme ça que personne ne suit, mais que vous aimez bien suivre? Comme les fléchettes, je sais pas. Hein. Moi, j'aimais bien regarder le sumo, si c'est pour vous déculpabiliser. Moi, j'aimais bien, quand j'étais en STAPS, si vous saviez pas que j'ai fait STAPS, j'aimais bien regarder sur Eurosport à l'époque le sumo. Et je m'étais vraiment pris de passion pour le sumo. Je connaissais les noms de tous les sumotori, etc. Maintenant, c'est vrai que je regarde quasiment plus. Mais merci Kevin. Est-ce que vous avez un sport comme ça que vous suivez, Axo? Un sport que tu suis plus que d'autres, mais Alors, que dernièrement, personne connaît, ou très peu? bah, le football gaélique, mais par hasard, enfin par hasard. J'avais regardé par hasard fut un temps, et là je suis retombé sur des vidéos. Je sais pas si vous voyez, mais c'est dingue en fait. C'est du football, mais il y a une partie un peu à la main. Et ça, franchement, ça vaut le détour de regarder. C'est pas le football qu'on connaît. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Tu regardes quoi C'est- sur YouTube, ce type de Ouais, match? sur YouTube, ouais, il y a des highlights, il y a des compilations de meilleurs moments. Euh, mais après, je suis pas l'actu du sport en lui-même. Mais j'étais tombé dessus, Mais t'aimes retombé bien dessus, et regarder de temps en franchement. temps. C'est Ouais, c'est voilà, ton c'est petit ça. plaisir gourmand. Ouais, un petit peu, ouais, j'aime bien, ça me fait marrer des fois. Ok. Et toi, Styros, t'as un petit plaisir gourmand comme ça de sport? Petit plaisir coupable, on va dire. Généralement, quand il y a des petites courses de vélo sur l'équipe, juste après, ça enchaîne sur des trucs un peu bizarres et je regarde. Je, Les je reste 5 fléchettes. minutes et au final, je reste 1 heure et demie devant. C'est les trucs de Strongman. Des grands Ah ouais, ouais, gallois mais de j'aime bien. 200 kilos qui tirent des camions là. Je Ah comprends, j'aime bien ouais, moi c'est aussi. trop Et bien. je reste 5 minutes et au final, je passe 1 heure et demie devant ce truc. Bon, moi, des fois, moi, c'est les gars Le petit kiff. pour couper les arbres. Le truc, les compétitions de coupage d'arbres, Ouais, etc. si, ça, Il y c'est a pas ça mal aussi des aussi. fois sur l'équipe. Tu regardes, mais je suis entièrement d'accord avec Stéro, tu regardes 5 minutes, 1 heure et demie après, t'es toujours en train de regarder un gars en train de couper son arbre comme ça. Et tu dis, ah, c'est pas mal quand même. Hein. Et les claques Euh, aussi, c'est trop marrant Ah, aussi. les claques. Oui, mais les claques, ça devient presque dangereux. Mais je comprends, c'est un peu plaisir coupable. Moi, c'est le bras de fer. J'adore regarder des vidéos sur Ouais, YouTube de bras de fer. J'adore ouais. ça. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je peux pas vous. Je peux pas vous expliquer pourquoi. J'aime bien regarder des vidéos de bras de fer. Je regarde les compétitions. Je connais un petit peu les gars, etc. J'aime bien voir ça. C'est mon petit plaisir coupable. J'aime bien le truc des baffes. Enfin, on va pas se mentir, le truc des baffes, j'aime bien. Mais le problème, c'est que ça met tellement en danger la vie des gens, etc. Que bon, c'est un peu différent. À la limite, au bras de fer, bon, bah voilà, le gars, il va se faire péter un muscle, il va se faire péter le bras, mais bon, au pire, il va s'en remettre. C'est vrai que le concours de clé dans la gueule, c'est un peu plus compliqué, quoi. Une petite soirée MMA. Oui, mais le MMA, tu peux te défendre la claque, tu autorises quand même le gars à te mettre une tartine sans que tu puisses réagir. À part contracter vraiment ton cou, tout ce qui va être trapèze, deltoïde, etc. C'est tout ce que tu vas pouvoir faire pour essayer d'éviter que la claque te pète quelque chose, quoi. Faut regarder le roofball. Alors, je ne connais pas ce que c'est que vous connaissez le roofball? Pas du tout. J'ai peur de taper roofball sur Google, hein. Je vais pas vous mentir, je vais taper roofball. C'est quoi ça, le roofball? Connaissez-vous? Ok, s'amuser à... Quelles sont les règles du roofball? Il faut, depuis une zone déterminée sur l'allée devant la maison, jeter son ballon, un ballon de football américain en général, sur le toit en Un visant palier. une cible, une cheminée par exemple. D'accord. Ok, donc bah voilà. Bah, alors ça, en avis impopulaire, j'aime bien les gars. Le roofball, bon bah ça y est, on va tous regarder. La fréquentation du roofball va augmenter en France d'un seul coup. Axo, lève les bras si t'es en danger, il y a Balio qui te demande. Concours de fessées sinon. De fessées, alors là on est plus sur le même sport. Là il va falloir qu'on arrête l'émission parce que là on a passé un cap, je pense. Je pense qu'on a hockey en patin. Après le hockey sur gazon, ça peut être un sport à regarder aussi. Hein. C'est pas la compétition la plus regardée. Merci beaucoup à Axo, merci beaucoup à Styros de nous avoir Merci, accompagnés. Merci, les mecs. Merci à vous. Vraiment, merci à vous. J'espère que vous reviendrez. On reparlera évidemment Avec au vélo, plaisir. on reparlera également foot. Merci à tous les deux d'être intervenus dans l'émission. Merci pour vos avis impopulaires. Préparez-vous à vous voir sur les réseaux sociaux. Alors, vous me mettez un message si vous voulez pas être sur les réseaux. Je partagerai vos avis. Si vous avez raison comme ça, vous allez exploser. Vous allez dire, regardez,
C'est qui le patron? Si l'Atlético gagne, là vous êtes bien tous les deux, parce que je vous mettrai ensemble sur la vidéo. Là vous serez pas mal. Moi je me suis fait déjà défoncer par le EK Athènes qui gagne la Conference League. Chacun son tour. Ah, au bout d'un moment, voilà. Alors, ils voulaient me défoncer sur Birman, mais finalement Birman il a fait top 5, donc finalement ils se sont un peu calmés dans les commentaires, mais bon voilà, c'est comme ça. Merci les frérots, et nous on repart sur le concept live 12 heures. Bah oui, moi je suis reparti pour me taper 7 heures de FC26. Ouais, j'ai hâte. Courage. Mais merci beaucoup à tous les deux. Merci le chat. N'hésitez pas à mettre des GG à Axo et à Styros. N'hésitez pas à les suivre sur Twitch tous les deux. Styros, évidemment, c'est sur du vélo. Là, il y a le nouveau Pro Cycling Manager qui arrive d'ici, allez, 1 mois et demi. Surtout que toi, t'es proche de Cyanide, donc t'as un peu les infos avant tout le monde, non? Mois de juin, début juin, comme d'habitude. Allez, début juin. Donc, on s'en rapproche. Allez, dans 2 mois. Il vous expliquera tout, n'hésitez pas à le suivre, vous pouvez le suivre sur Twitter, sur YouTube, vous tapez Styros, vous allez le trouver sur Twitch également. Il va commenter la course, je pense que tu commenteras Milan-San Remo samedi, demain. Bien sûr. Voilà, donc demain vous pouvez le retrouver, et Axo tous les jours sur FC26, les gars, n'hésitez pas, vous tapez Axo Skill sur Twitch, vous allez pouvoir le retrouver, il est là tous les jours dès 11h, 11h30 midi, et Styros, dès qu'il y a des gros événements au cyclisme, vous allez pouvoir le retrouver, et dès que Pro Cycling Manager repart à fond, vous pouvez le retrouver, il live de minuit à minuit, quasiment pendant 3 mois, comme ça vous allez pouvoir le retrouver tous les jours, les gars. Merci à eux, les gars, et merci à vous, les gars. Moi je coupe, je retourne sur FC. Merci à tous les deux, les gars. Merci pour votre gentillesse. Ciao, les gars. Merci, c'est ça. Ciao. Salut.